Arratsaldeon denoi, egunon, batarrei, arratsaldeon baita ere Senegalen zaudeten guztioi. Gaur, Bonjour à vous tous et atzo à vous toutes, hasitako à nos collègues jardunaldiei depuis le jarraipena emango diegu. Sénégal, au Cuba. Aujourd'hui, nous allons Atzo hiru hitzaldi poursuivre izan genituen, avec hiru ezberdin, notre séance. hiriaren Hier, nous avons inguruan entendu bi, trois lehenengoa, conférences très différentes. eta Deux ondare ez concernant la materialaren ville inguruan. et une autre hirugarrena. conférence qui nous parlait du Zerbait patrimoine atzotik immatériel. berreskuratu beharko banu, izango Si litzake je ondarea devais souligner bizirik quelque chose par irauten duela, rapport à ce que nous avons personen entendu gatik, hier, je dirais que le patrimoine personek est un élément bizitzen vivant dute grâce ondarea aux personnes. Parce materiala que les eta ez personnes materiala dena. rendent ce Personek patrimoine egiten dute matériel ou ondarearen immatériel vivant. biziraupena eta Les mantentzea. personnes Eta horrekin garantissent batera, que le ondarearen patrimoine eraldaketa soit ere en bonne personen condition eskutik pour dator. qu'il puisse continuer en vie. Horregatik gaur Ce sont ere, les personnes, personei buruz celles qui atzo vont askotan agertu contribuer ziren aktoreak à ce zeintzuk dira patrimoine-là. Hier, nous ondarearen avons beaucoup inguruan parlé des personnes, des aktoreak. agents, Aktore horiek des gaur personnes et berriz des ere agents qui honuntza plazaratuko interviennent du point ditugu. de vue du patrimoine. Zer Et esan, aujourd'hui, nous zer allons egin, continuer à en zer parler. dira aktore horiek, On va nola continuer à parler de ces identifikatu agents-là. eta Quoi nola dire? bihurtu Qui parte sont-ils, hartzaile. ces agents, ces acteurs? Comment peut-on Gogorarazi nahi dizuet, participer Zoom et bidez s'engager jarduera jarraitzen ari dans zeratenek, ce travail? Je voudrais vous itzulpenak rappeler, surtout aktibatzeko à ceux aukera qui nous suivent à duzuela. travers le Zoom, vous Baduzue avez un Zoomen, service de traduction munduaren simultanée. bolatxoaren simboloa, Sur Zoom, eta hor en bas euskera, de l'écran, gaztelera edo vous frantsesa trouverez l'icône du aukeratzeko monde, globe, la planète modua Terre, et là, daukazue. vous pouvez choisir la langue. Hitzaldiak egin ostean, galderei ekingo diegu Après les conférences, atzoko logikari nous segituz. aurons un tour de Nik hitza débat, de emango questions. dizuet, ordenez Comme egingo hier, dugu. je vous donnerai la Leku parole bakoitzean et hiru vous pourrez hitzaldi, formuler vos barkatu, hiru questions. galdera egiteko aukera egongo da. Baina nik hitza emango Chaque dizuet. lieu pourra poser Gaur trois lau hitzaldi questions. ditugu, Et moi-même, je vous bi donnerai Senegaldik la parole. etorriko dira, Aujourd'hui, nous avons Kubatik trois conférences, hirugarrena deux eta depuis le Euskal Sénégal, Herritik la troisième ekarpena ere. depuis Cuba, et aussi il y aura des Lehenengo hitzaldia contributions Senegaldik dator. faites depuis chez nous, au Pays Bere Basque. izenburua, Alors la première ondarearen conférence, alorreko c'est au lanbide Sénégal. eta Le titre, eskulagintzei buruzko formation au métier et trebakuntza artisanat Senegal patrimoniaux ibaiaren dans la vallée haranean. du fleuve Sénégal. Berezitasunak Quelles eta spécificités et integraziorako quels défis pour erronkak. l'intégration? Hizlaria Abdul Sow Notre doktorea, conférencier Gaston sera Berger le Dr Unibertsitateko Abdul Sow, Erlijio, Arte chef de eta section Komunikazio Zientzien civilisation, Fakultateko religion, art et ondarearen communication à lanbideen l'université Gaston UFR Berger de saileko Saint-Louis, irakaslea maître de eta conférence ikerketa à burua. cette université Senegaleko et ICOMOSeko lehendakaria eta présidente UNITWIN de UNESCO ICOMOS du sareko Sénégal et kidea. membre du réseau Abdul jauna, UNITWIN zurea da UNESCO. hitza. Monsieur Abdul, quand vous Nahi voulez. duzunean, hasi zaitezke. Donc, bonjour tout le monde. C'est un honneur d'être ici parmi vous, d'autant plus que cette rencontre tripartite entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique met en scène trois continents, trois pays, trois civilisations. À travers cette rencontre, ou en tout cas organisée, je pense que c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de relations à la fois historiques et ça nous ramène dans un contexte particulier, d'autant plus que chacun de nous est dans son propre pays et grâce aux technologies ou à la technologie, nous sommes mis en relation pour évidemment donc parler de tout ça. Donc, sans tarder, c'est pas la première page, oui, voilà, très bien. Donc, sans tarder, je vais revenir tout à l'heure sur l'objet de ma communication qui s'intitule donc la formation au métier
et artisanat patrimoniaux dans la vallée du fleuve Sénégal. Quelles spécificités et quels défis pour l'intégration? Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'on est ici dans une région importante, dans une région jalonnée par le fleuve Sénégal, et à l'instar, on va le voir, de toutes les grandes civilisations du monde, la vallée du fleuve Sénégal aussi est porteuse de ces civilisations ou de cette civilisation. L'une des caractéristiques d'étude de ces civilisations va être la question du patrimoine, mais ici, vu sous l'angle de l'artisanat ou de la production ou des productions artisanales au niveau de la vallée. Ici, il faut évidemment comprendre que le contexte ici se situe dans une société africaine en pleine mutation, une société à la fois traversée par des aléas de l'histoire, une société qui a connu beaucoup de transformations. Je pense que l'Afrique ou les sociétés africaines font partie des sociétés les plus transformées au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la période de l'esclavage, suivie de la période de la colonisation, et ces deux facteurs ont impacté négativement, en tout cas, ont impacté les sociétés africaines de façon générale. De ce fait, on fait partie des sociétés les plus transformées par rapport aux autres. Et évidemment, l'une des caractéristiques pour mesurer l'ampleur de cette transformation, il suffit tout simplement ici d'étudier l'artisanat pour voir est-ce que jusqu'à présent, tout ce qu'on avait comme génie créateur du peuple est encore resté intact. D'autant plus que ces sociétés sont actuellement traversées par des courants migratoires qui vont aussi impacter ces sociétés. Donc, ce qu'on cherche ici à comprendre dans cette recherche, c'est de mesurer les ampleurs ou l'ampleur en tout cas de ces mutations. Jusqu'où encore les sociétés africaines ont gardé leurs traditions, à savoir les savoir-faire traditionnels. Donc, c'est un bon indicateur pour mesurer les degrés de transformation de ces sociétés. Et aussi, ça nous permettra de comprendre finalement si vous savez que l'un des indicateurs en termes d'emploi, en termes de créativité, se mesure aussi par rapport à ces facteurs-là. Parce que souvent, même si c'est une entreprise qui vient s'installer quelque part, il va regarder au niveau de la zone, est-ce qu'il y a un potentiel dans ce domaine qui permet d'avoir un savoir-faire et qui permet d'avoir des ouvriers qualifiés dans ce domaine. Et ici aussi, nous, l'artisanat va être un indicateur. Et c'est pourquoi, dans cet artisanat-là, on va voir est-ce qu'encore ces métiers, quelle est leur place vis-à-vis de cette modernité importée, vis-à-vis de cette modernité amenée par d'autres facteurs historiques. Et finalement, ces facteurs traditionnels, à savoir l'artisanat, est-ce qu'encore ça a sa place dans notre société? Et si ça a sa place, est-ce que ça crée de l'emploi? Ça crée ce qu'on appelle ici tout simplement des chances de réussite pour les sociétés africaines. Et en ce moment, c'est ça qu'on essaiera de comprendre. Si oui, maintenant, pourquoi et comment mener une politique économique et culturelle qui s'appuie sur cet héritage à la fois identitaire, à la fois économique et qui permet d'impulser de nouvelles dynamiques de développement. Donc, c'est ce qu'on cherchera ici de comprendre en essayant à la fois ici de conjuguer ou en tout cas d'associer les facteurs institutionnels, politiques et tout ça dans un contexte de la mondialisation pour voir s'il y a des chances de réussite. Alors, l'étude pour ce faire sera consacrée à la vallée du fleuve Sénégal. Je le disais tout à l'heure dans l'introduction. Et la vallée du fleuve Sénégal, comme son nom l'indique, c'est un foyer traditionnel, donc un foyer de civilisation très ancien qui est réparti entre 4 pays. Les cartes que vous voyez ici, vous avez la vallée du fleuve Sénégal qui prend sa source dans le Fouta Djallon, qui traverse pratiquement tout le Sahel. Évidemment, c'est un fleuve partagé par 4 pays, donc la Guinée ici, vous avez le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Donc la vallée du fleuve Sénégal, c'est ce foyer de civilisation historique parce que de l'autre côté, vous avez le Niger et qui prend aussi sa source
donc tout le temps donc, en Guinée. Et ces deux fleuves vont être l'objet de brillantes civilisations, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest. Pour le cas donc, du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée et du Mali, ce fleuve aussi va être l'épine dorsale par lequel on essaiera évidemment donc, de comprendre. Donc ce fleuve Sénégal, si on le mesure par la géographie, il a un bassin versant assez impressionnant, réparti donc dans ces 4 pays, dont le plus important se situe donc en Mauritanie, avec 75 000 km². Vous avez donc la Guinée, le deuxième, le Mali, le plus important, c'est plutôt Mali, et donc la Mauritanie vient en deuxième, la Guinée en troisième, et puis le Sénégal en 4e position en termes de bassin versant qui draine donc des eaux. Et puis ici aussi, à côté de ce bassin versant assez important et conséquent de ces 4 pays, on a ici une diversité ethnique très importante et qui est le reflet de ce que nous on appelle la convention donc sur la diversité culturelle, convention qui à la fois lie les peuples et les cultures avec des langues. Ici, cette diversité ethnique, même si elle est appréhendée par les Occidentaux comme un facteur négatif, nous, on considère plutôt que le fait d'avoir plusieurs langues, c'est une richesse parce que chaque langue se trouve un savoir-faire, se trouve une culture, se trouve en tout cas des éléments d'appréciation de sa civilisation. Cette grande diversité ethnique, elle va évidemment tourner autour, donc principalement donc, des Alpularen. Et dans le groupe Alpularen, on a les Peuls donc, nomades, et vous avez donc quelques Peuls sédentaires qu'on appelle Tougouleurs, qui s'appellent les Soninké donc dans le Haut-Sénégal. Et c'est là où, à partir de la Deuxième Guerre, ou entre les deux guerres, début de la Deuxième Guerre mondiale, sont parties les migrations, en tout cas au niveau de l'Afrique. Un foyer également important constitué de Soninké. Vous avez les Malinké, avec donc, tout le peuple qui, à la fois, on les retrouve aussi bien donc, dans les 4 pays. Vous avez les Bambara, qui est un peuple, évidemment, aussi qu'on retrouve au niveau des 4 pays. Les Wolofs, surtout dans ce qu'on appelle l'aval du fleuve Sénégal. Et puis, vous avez les Maures. Donc, cette grande diversité ethnique, les principales ethnies, ce sont ces ethnicités. Et à l'intérieur de ces ethnies, vous avez une langue, une civilisation, en tout cas, tout un ensemble donc, de savoir-faire aussi derrière. À l'instar maintenant de ces fleuves d'eau, vous avez ici un foyer civilisationnel très ancien, comme l'attestent les recherches archéologiques. Il s'est avéré que dans la vallée du fleuve Sénégal, l'âge diffère au Sénégal, ainsi que l'âge de pas mal donc, de métaux, de transformation, c'est ici. Donc ici, même l'Empire, le premier, en tout cas, le royaume donc, de Tekrou dont on parlait, qui appuie évidemment à partir de là les conversions à l'islam, c'est aussi donc dans cette vallée. Donc cette vallée est attestée, évidemment, et considérée comme un foyer civilisationnel de la Sénégambie. C'est à partir de là que les peuples vont partir. Donc il est tout à fait important, du point de vue même archéologique, donc, de comprendre. Et ici, ce qui va nous intéresser surtout, c'est le filtre des métiers traditionnels et de comprendre dans ces métiers comment on va le faire. Donc ici, au Sénégal, nous avons donc, un plan, un document stratégique. Dans ce document stratégique donc, où on parle d'artisanat, donc c'est le Sénégal émergent, qui est une vision politique de l'État du Sénégal à l'horizon, disons, 2035, avec une société solidaire dans un État de droit. Société solidaire dans un État de droit, finalement, quand on prend les éléments qui nous intéressent par rapport à l'artisanat pour comprendre à partir de la vallée du fleuve Sénégal, est-ce que le Sénégal a des chances de se développer? Donc ici, l'organisation de cette communication va essayer de structurer ça autour de 3 grands axes. Le premier, c'est comment faire donc, la promotion donc, de terroirs et pôles économiques de la vallée viable afin de stimuler le potentiel de développement sur l'ensemble du territoire national. Le deuxième élément important par rapport à ce document stratégique, c'est comment favoriser l'émergence de territoires viables. Et enfin, quelles sont les conditions, les meilleures conditions d'une paix sociale pour un plein épanouissement au niveau donc, des potentialités.
Donc, on revient évidemment donc, au niveau de la vallée, en se disant qu'on va raccorder cette vallée dans un contexte national. Et ici, quand on regarde l'artisanat ou les caractéristiques de l'artisanat dans ces différents pays cités, et même si on va l'articuler autour donc, du Sénégal, ici, on peut dire que la vallée du fleuve Sénégal a développé, comme je l'ai dit tantôt, un artisanat de qualité, comme en atteste évidemment donc l'histoire de l'art et l'archéologie. Cet artisanat s'appuie principalement sur des ressources naturelles locales. Au cours de l'histoire, les techniques locales se sont mélangées au savoir étranger du Maghreb et de l'Europe, aboutissant à l'émergence d'artisanats en nombre et en qualité dont la réputation dépasse les frontières de ces pays. Ces métiers, les métiers des artisans ont beaucoup évolué et peuvent être répartis en 3 grandes composantes. Ce qu'on appelle l'artisanat de production, ce sont les transformations, donc transformatrices de poissons, la couture, la confection, la fabrication de produits alimentaires, dont la boulangerie, la maçonnerie, la menuiserie et tant d'autres. Ça, c'est l'artisanat de production. L'artisanat de service, c'est la coiffure et du tressage, la réparation mécanique, l'électricité, la plomberie. Donc, ça, c'est des services de base. Et puis, on a l'artisanat d'art. L'artisanat d'art, ici, ce sont les métiers de la bijouterie, de la tannerie, de la sculpture, de la poterie, de la broderie et de la teinture. Et ces métiers, surtout l'artisanat d'art, se transmettaient de père en fils selon un système donc de caste. Et ici aussi, ça n'a rien de péjoratif, contrairement vous voyez que le terme ethnie fait peur, mais c'est une diversité parce que le colonisateur voulait tout simplement imposer. Et le système de caste aussi fait peur parce que le colonisateur en a fait un filtre de division, alors que ça permettait tout simplement de transmettre des connaissances. Et là aussi, pourquoi? Parce que tout simplement, l'objectif de la colonisation, c'était de rendre les sociétés africaines dépendantes. Donc, tout ce qui était facteur de progrès était assimilé à quelque chose de rétrograde, de barbatif, quelque chose qu'il fallait combattre. Mais ici, les ethnies ne nous font pas peur parce que c'est une diversité et chaque langue se trouve évidemment une culture. Les castes aussi, c'était un système par lequel les Africains produisaient. Donc ici, voilà, donc c'est le diapo d'après. Voilà, donc cet artisanat d'art autour des castes, il faut donc le comprendre comme une organisation sociale africaine traditionnelle. Une organisation africaine traditionnelle, c'est-à-dire qu'ici l'artisanat d'art est sans conteste le secteur le plus complexe du fait de son organisation sociale qui est régie, comme je le disais tantôt, donc, par le système de caste. Qu'est-ce qu'on appelle caste? La caste est un groupe socio-professionnel et politique réunissant des individus spécialisés et se livrant à un type d'activité entretenant des rapports déterminés, obéissant à des coutumes et à des pratiques spécifiques à leur groupe. Et ici, les spécificités, c'est la transmission donc, de la pratique artisanale. Même si toutes les castes sont des groupes libres, de manière générale, les castes apparaissent comme des groupes fermés, héréditaires, endogames, professionnellement spécialisés et entretenant des relations hiérarchiques. Donc, dans ce système de caste traditionnel tel qu'il est étudié par les anthropologues et par un certain nombre de traditionnalistes africains, donc on retrouve donc les nobles au sommet de la hiérarchie, où il y avait donc les descendants donc, des familles royales, et en seconde fraction, vous aviez les paysans, les agriculteurs et pratiquement la masse la plus importante. Et ensuite, vous avez la caste des artisans. C'était tout simplement donc, des bijoutiers, les forgerons, les cordonniers, les potières, les tisserands, les sculpteurs et les griots. Et ça, ce sont des musiciens et chanteurs, historiens et dépositaires de nos traditions. Et ça permettait à la fois donc, de tout transmettre de père en fils de façon à ce que ce savoir, ou en tout cas cet héritage, soit conservé jalousement, comme évidemment l'Europe le ferait dans des bibliothèques ou en tout cas dans des musées. Ici aussi, ces dépositaires de nos traditions constituaient pour nous nos bibliothèques et nos musées. Et ce n'est pas pour rien qu'Amadou Hampâté-Bâ, dans une diatribe, disait « Un veillard qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle ». Parce qu'il y a l'idée ici de transmission et que pendant longtemps, ces éléments de transmission étaient
rompu, c'est-à-dire que l'Occident en a vu comme un des éléments, en tout cas, de destruction des sociétés africaines. Et évidemment, nos élites ont été formées dans l'idée que les langues, comme ces castes, étaient des facteurs de régression sociale. Alors que c'est tout à fait l'inverse quand on les étudie en termes de transmission de connaissances et de savoir. Donc, tout ça est venu dans un contexte évidemment écologique, parce que ces savoirs, ou en tout cas ces métiers, ce qu'on appelle la matière première, c'était une nature abondante. Cette nature abondante permettait donc à ces Africains d'avoir un génie créateur autour donc, de ça. Donc les crises écologiques au Sahel sont venues aussi aggraver ces mouvements de transformation donc, des sociétés africaines. Donc ici, si on le résume, donc on va voir que le système finalement de caste va donner évidemment un répertoire du patrimoine artisanal, résumé comme suit, ce que j'ai dit tantôt. Donc vous avez l'artisanat d'art, c'est une politique, et ici l'État doit entreprendre, ce qui nous manque encore, d'abord c'est de comprendre, est-ce que, parce que ce que je disais tantôt, moi je n'ai pas encore vu un peuple ou une civilisation ou un pays, en tout cas, qui s'est développé à partir de la langue d'autrui et à partir de la culture d'autrui. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il faut qu'on investisse nos langues, il faut qu'on investisse nos cultures, et à partir de là, ça devient du patrimoine, et à partir de ce patrimoine-là, fonder toute une économie, fonder tout un développement. Et ici, donc, l'artisanat d'art, c'est une politique de protection. Regardez les bijoux que nos femmes portent, ce sont des bijoux souvent importés d'ailleurs et qui fait la fierté des producteurs de ces pays. Donc, il faut une politique protectionniste, le tout accentué par des subventions que l'État attribue et qui encourage ces producteurs donc, à maintenir ce savoir. L'artisanat utilitaire, évidemment aussi, c'est une politique compétitive, mais on sait très bien que dans l'artisanat utilitaire, les gens vont aller voir là où il y a de l'utilité, là où ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin. Et vous avez l'artisanat de service. Là aussi, c'est une politique compétitive soutenue au niveau donc, territorial, et les territoires, en tout cas, doivent être soutenus pour pouvoir donc, développer tout un ensemble d'éléments autour de ça. Alors, donc, cet artisanat dont j'ai parlé, riche, varié, va donner naissance finalement à un artisanat en déperdition, mais on a ici quelques exemples d'artisanat de la vallée. Ici, vous avez donc la production donc, de tissus au niveau donc, des tresses. Vous avez alors encore ce qu'on appelle tout un ensemble donc, de bijoux autour donc, des perles. Et finalement, la première photo comme la deuxième montre que cet artisanat-là, finalement, aboutit à un certain nombre, à des identités culturelles. Ces identités culturelles, finalement, quand on les voit, on sait que ce sont des Africains avec une production locale et ce n'est pas des sociétés qui, évidemment, vont dépendre. Alors que vous voyez ici le coton, l'Afrique fait partie des plus grands producteurs de coton. Malheureusement, il y a une production artisanale faible en termes de transformation et l'essentiel du coton, finalement, est importé en Asie ou ailleurs pour nous déverser d'autres produits ou à la fois même des chemises importées d'ailleurs. Alors qu'on a la matière première, on a des tissus industriels, autant pour moi traditionnels de savoir-faire, et ce savoir-là devait être investi pour permettre d'avoir une plus-value. D'autres exemples d'artisanat au niveau de la vallée, vous avez ici donc la production des artisanats donc, de services, tout ce qui est lié à cette production d'artisanat, voire même de meubles, s'il vous plaît, voire même donc de meubles, et cet artisanat-là, c'est le résultat de tout ce qui est produit donc, au sein donc, de la vallée. Ensuite, toujours, pareil, c'est cet artisanat dont je parlais tout à l'heure, même si certains tissus sont confectionnés ailleurs, il nous arrive aussi qu'on a des artisans qui travaillent donc dans ces domaines de telle sorte qu'ils puissent évidemment aboutir à de la création. Le tout était mis en œuvre dans un contexte, ce qu'on appelait les villages artisanaux, le concept de village artisanal. L'idée, c'était de donner à ces productions-là tout un savoir
Malheureusement, c'est devenu une zone de refuge pour des touristes. Et finalement, en dehors de quelques rares pays tels que le Burkina, ou en tout cas où j'ai vu l'artisanat qui s'insère dans le tissu économique, social, tous les autres pays, c'est fait comme si ça appartenait à des touristes, alors que ce n'est pas ça. Donc, l'objectif, quand on regarde l'artisanat et qu'on essaie évidemment de l'étudier, on voit que l'artisanat, c'est la charge culturelle d'un pays. C'est à la fois aussi la charge artistique. C'est l'art, donc c'est la création. Et c'est la capacité aussi d'adaptation de cette charge sociale-là vers des PME, vers d'autres éléments de production. Cette charge promotionnelle, intersectionnelle, avec les autres secteurs, notamment le tourisme, les métiers de la bouche, le BTP, les activités liées à la mer et à la culture, c'est tout ça finalement l'artisanat et qu'il faut adosser comme politique réelle en termes de développement. Vous avez ici aussi une capacité d'offre d'emploi avec évidemment en Afrique, on considère que l'artisanat peut être une activité de haute densité de main-d'œuvre. Malheureusement, c'est sous-exploité encore dans nos pays. Le caractère aussi peu exigeant en matière d'investissement parce que l'artisanat ne mérite pas des investissements lourds. Donc, ici aussi, ça pouvait être des éléments de développement sur lesquels les États pouvaient s'appuyer pour développer des infrastructures et faire une politique d'aménagement du territoire conséquent et adapté. Et puis, vous avez une capacité de pénétration commerciale qui est quand même réelle. On sait très bien que ces artisans vendent, ces artisans peuvent vivre de cet art-là. Au niveau de l'organisation des métiers, là aussi, il faut réfléchir. L'organisation corporative de ces castes-là, comment les faire évoluer pour englober d'autres facteurs actuellement dans les écoles. Donc, c'est la filière par métier à travers, évidemment, des écoles de formation professionnelle qu'il faut moderniser parce qu'on a hérité d'un système traditionnel. Maintenant, comment le moderniser et l'adapter au contexte. Il y a aussi l'organisation professionnelle par filière. Là aussi, il y a des filières telles que le bois, telles que l'électricité, le poisson. Et ça, je pense qu'un bon artisanat, c'est un artisanat qui réfléchit par filière. Et puis, vous avez aussi l'organisation spatiale des activités. Et là, le plan de développement communal, par exemple, de Saint-Louis, en est une bonne illustration. Mais malheureusement, il faut encore aller davantage pour montrer que ces activités peuvent s'adosser dans l'espace et à partir de chaque espace, on saura quelle est la spécificité de cette zone-là. Ça donne la marque, ce qu'on appelle les produits du terroir. Et puis, vous avez aussi l'organisation juridique et réglementaire avec les chambres de commerce et ce que la loi peut donner en termes d'organisation. L'organisation institutionnelle, ici on a les chambres des métiers, vous avez la fédération des chambres aussi de métiers, les collèges d'artisanat au sein de la confédération générale des employeurs, ça existe même ici aussi, tout ça. Vous avez aussi la représentation parfois parlementaire et puis la représentation dans les instances régionales. Parfois, quand on organise ici des foires à Saint-Louis, vous avez ces éléments-là qui vont se retrouver pour organiser des foires. Et puis, finalement, c'est assez performant. Pourquoi? Parce que finalement, vous avez l'artisan, il peut travailler seul, il peut aussi être évidemment un gestionnaire comme entrepreneur, ça peut aussi déboucher sur un agent commercial qui commercialise et celui qui prescrit ces produits-là. Donc, vous avez toute une chaîne de transmission à partir du produit de l'artisanat. Donc, c'est plusieurs autres acteurs qui vont venir et qui vont vivre de cet artisanat-là. Donc, la mutualisation et agrégation avec les fondements de la promotion de l'artisanat, c'est une économie sociale ici. La base, c'est que l'artisanat devient une économie sociale par laquelle on rentre dans les notions de développement durable. Parce que l'un des piliers du développement durable, c'est l'économie et la société, avec évidemment comme fondement l'environnement. Et ici, on a l'économie et la société qui forment l'économie sociale. Et à partir de là, on a des coopératives, des mutuelles, des associations, une insertion par l'entreprise et la formation de GIE. Donc, vous voyez qu'ici, à travers l'artisanat, finalement, on peut englober le domaine économique, le domaine social et voire même d'autres retombées. Donc, la performance au niveau du métier, c'est que le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, ça, c'est quelque chose que l'État, ou en tout cas les politiques étatiques, devaient mener.
ces politiques étatiques, diapo, voilà, très bien. Donc, les politiques étatiques devaient mener. En plus de ça, les universités et les centres de recherche. Tout à l'heure, je vous parlais des études en patrimoine, des recherches en patrimoine. C'est le fait d'abord de connaître notre identité et de voir si on a demain des chances de se développer. Et c'est pourquoi, à l'université, la création de nouvelles UFR, telles que l'UFR CRAC, l'UFR des civilisations, religions, arts et communications, qui fait de l'africanité un pôle de recherche, c'est important parce que c'est à partir de ça qu'on comprendra donc les centres techniques, les filières, les spécialités et voire même le design, comment tout ça va être repris de l'histoire pour créer ce qu'on appelle actuel et projeté donc dans l'avenir. Et tout ça, vous avez ici aussi la qualité, la normalisation et la certification. Là aussi, à un niveau de développement de l'artisanat, on doit déboucher sur ces éléments qui deviennent des normes obligatoires par lesquelles on va appréhender donc les autres. Le système d'apprentissage, il est très important et j'en ai parlé tout à l'heure. Ça doit être quelque chose de national, mais aussi axé donc dans des régions et en fonction des spécificités donc de ces régions-là. Les catégories des unités artisanales, vous avez ce qu'on appelle des mono-artisans. Il y a là, c'est au Sénégal, c'est ça. Vous avez de plus en plus donc, des TPE de l'artisanat, très peu, des PME d'artisanat, très peu. Les GIE, oui, un petit peu, mais encore très peu, mais quand même, c'est à de grandes échelles. Et une bonne politique, c'est tout ça, c'est l'organisation de tout ça. Et on a vu des pays qui se sont développés avec la création d'entreprises, mais ils sont obligés de passer par ces phases-là pour créer donc des phases beaucoup plus importantes. L'Italie est un exemple battant. Je pense même que pour le cas de l'Espagne, il y a eu quelques régions et puis d'autres également. Alors, donc la promotion commerciale de l'artisanat local, c'est la mise en place des bases promotionnelles, qualité, vitrine, emballage, logistique, communication, subvention publique. Donc, vous voyez qu'à travers la production, si l'artisan, donc, il travaille, et vous avez tous ces éléments-là, tous ces métiers qui vont intervenir. Vous avez aussi l'intégration de l'artisanat d'art dans les politiques touristiques du territoire. Donc, en ce moment, ce sont les hôtels, les espaces d'animation, les activités culturelles, les rencontres gastronomiques et de loisirs, la pêche, etc. Donc, vous avez tous ces éléments autour de l'artisanat. Et c'est le secteur, en tout cas, qui est le plus développé au Sénégal, malgré donc, une politique touristique, je dirais bien, très limitée en termes de résultats. Artisanat et territoire, c'est aussi de définir, et là, ça nous manque énormément, parce que les politiques de territoire, ça devait s'accentuer autour de la vocation du territoire. Qu'est-ce que j'ai comme territoire? Quelles sont les activités que j'ai? Et à partir de ces activités, je développe un artisanat lié, par exemple, aux produits maritimes, un artisanat lié au tourisme, etc. Là, au niveau du partenariat public-privé aussi, c'est de voir quelles sont les relations qu'on peut mettre. Et puis, intercommunalité avec donc, des projets partagés. Pour le moment, on essaye évidemment donc, de développer une politique, mais elle n'est pas encore adossée à la marque terroir. Même si, évidemment, quand on étudie les caractéristiques, on voit qu'on ne retrouve pas les mêmes types d'artisans et également d'artisanat. L'autre élément important, c'est le plaidoyer pour la représentation artisanale dans les instances donc, de gouvernance régionale et nationale, fédération donc, des chambres de métiers, confection générale et des formations consulaires. Donc l'artisanat et le territoire, c'est des zones, des activités artisanales de prestige, c'est également des zones de production, des activités de production utilitaire, et c'est à la fois aussi des zones, des activités de services hors agglomération et à la fois aussi c'est des produits locaux, professionnels de proximité qui permettent de ravitailler. Le tout ici, si j'illustre par artisanat dans le bâtiment à travers les politiques de réhabilitation, quelques exemples. Donc, on est à Saint-Louis, donc c'est important de montrer que Saint-Louis est une ville d'eau, comme avait dit hier nos élus, Madame le maire et le directeur donc, de l'ADC. Ici, à travers ne serait-ce que les politiques de réhabilitation, quand on regarde attentivement, on va voir que dans les politiques de réhabilitation, quand on étudie l'architecture saint-louisienne, vous avez la ferronnerie, c'est-à-dire c'est différent, c'est des artisans. Vous avez parfois des sculptures, donc ces sculptures-là, il faut les incruster.
La fabrication de bois, donc dans les balcons, il faut les faire. C'est-à-dire que quand on réhabilite ces maisons, on doit recenser les corps de métier qui travaillent autour de ces bâtiments-là. Et ça permettra à la fois donc, pour ceux qui fabriquent des carreaux et tout ça, donc d'avoir une production locale, et c'est cela qui booste l'économie. Ici, c'est à travers le bâtiment et les politiques de réhabilitation pour comprendre, mais j'ai vu même que depuis un temps, avec le système des pavages, et il faudrait que les élus aussi se battent, que nous nous battions pour que la production se fasse à Saint-Louis ou en tout cas autour. Et c'est cela qui crée donc de l'emploi. Et quand vous regardez les métiers autour du bâtiment, c'est des niches d'emploi énormes, énormes, sans compter aussi d'autres types d'activités, notamment liées au tourisme et qui est sous-exploité pour le cas de Saint-Louis. C'est des milliers d'emplois qui sont souvent peu étudiés et qui sont marginalisés alors que ça pouvait amener de fortes valeurs donc dans l'employabilité des jeunes. Et actuellement, c'est un problème récurrent. Il y a donc de grands travaux et autour de ces grands travaux, on a toujours des métiers liés à l'artisanat qui ne sont pas souvent considérés et ça, on pouvait associer évidemment donc, les producteurs ou en tout cas les artisans locaux. Et puis, enfin, donc je vais conclure au terme de ma présentation, c'est que l'artisanat, de façon générale, surtout l'artisanat d'art, est un secteur économique très important qui peut aider à la création d'emplois, contribuant ainsi à la lutte contre les migrations nationales et internationales. Ça, c'est un élément important. Et puis aussi, avec de fortes retombées économiques, on va le voir. La renaissance de l'artisanat dans la vallée du fleuve Sénégal favorisera une biodiversité et un développement durable. Pourquoi? Parce que l'essentiel de ces productions liées à l'artisanat est issu donc de la nature. Donc, ce riche patrimoine, à la fois naturel et culturel, sauvegardé aura forcément des retombées touristiques importantes avec une forte économie adossée au territoire. C'est pour ces raisons qu'on a, en tout cas pour le cas de l'Université Gaston Berger, des départements sur les métiers du patrimoine et ces métiers-là se veulent investir, en tout cas, les traditions de l'Afrique de façon générale et à partir de ces traditions, voir si on peut développer des chances de développement axés sur cet héritage culturel. En tout cas, je vous remercie en espérant que j'ai pu développer l'essentiel. Le temps était court par rapport à un sujet aussi complexe, délicat, avec beaucoup de choses. Merci beaucoup. Merci. Eskerrik asko, Abdul Jauna. Merci. Zure aurkezpenarengatik. Orain gogarazi nahi dizuet galderen logika. Lehendabizi, lurralde bakoitzak, herrialde bakoitzak, 3 galdera egin ahal izango ditu. Chaque territoire, chaque pays pourra poser 3 questions. Et bien sûr, toutes celles qui nous rejoignent sur la plateforme Zoom pourront également poser des questions en fonction, bien sûr, du temps que nous disposons. Donc, toutes celles qui sont sur Zoom devront lever la main pour prendre la parole. Donc, avez-vous des questions? Voulez-vous rajouter quelque chose au Sénégal? Si ce n'est pas le cas, nous allons passer la parole à Cuba. Donc, nous allons passer la parole à Cuba pour leurs questions. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Le damos la palabra a la máster Katia Cárdenas, que tiene algo que Nous allons donc passer la parole à Katia Cárdenas. Por esa bella intervención que hemos tenido en la mañana de hoy, valorizando todo el trabajo de las artesanías en Senegal, un elemento que nos parece realmente tan para el desarrollo de la economía creativa. En un momento determinado incluso se pensó excluir a las artesanías de las economías creativas y ya nous avons eu un moment où il souhaitait exclure l'artisanat des économies créatives, hélas. Precisamente hacia esa mirada que ustedes daban Ce de la regard necesidad de que vous portez valorizar vers la nécessité artísticamente el desarrollo de esas producciones artísticas al interior de Senegal.
para evitar un poco que esa población, que esas mujeres senegalesas exhiban quizás con más orgullo esas joyas, esos valores artísticos de esas artesanías. Y mi pregunta va por eso, si han hecho algo a nivel de comunicación, de estrategias de comunicación para valorizar artísticamente esos productos creativos senegaleses y hacer que precisamente esa población valore, use y destaque esas artesanías en su vida cotidiana. De ces productions dans leur vie quotidienne. Nous avons également une deuxième question. Patricia Rodríguez, qui hier est intervenue, a une question. Oui, la question est la suivante. Quelle est la que se establece en Senegal o si lo tienen establecido entre arte y artesanía, porque generalmente esa frontera entre arte y artesanía a nuestro juicio es una frontera que tiene mucho que ver con el colonialismo. Es decir, producimos los países que hemos sido colonizados, producimos mucho arte al cual se le llama artesanía. Énormément d'art, mais qui est considéré comme un artisanat, qui n'est pas appelé l'art en tant que tel, mais plutôt artisanat. Muchísimos ejemplos acá en la conferencia y conocemos el sentido general del arte africano como tal. A propósito, estamos celebrando el Día de África y me parece que es fantástico que estemos en estas reuniones compartiendo échanger avec vous de colaboración aujourd'hui, que además aprovecho, ayer hablaba con la directora de cooperación nuestra, Melis, que se incorporará en un momento, estaba ahora cumpliendo otro compromiso. Hablábamos de que qué bueno que sea con el País Vasco que estemos desarrollando el primer proyecto de cooperación internacional que desarrollamos con África. No habíamos tenido proyectos anteriores de cooperación con África y nos parece fantástico que sea con Senegal. Pero bueno, lo importante era poder calibrar exacto hasta qué punto es arte y hasta qué punto es artesanía. Esa es una frontera difícil de definir y que nosotros pensamos que en muchas ocasiones tiene que ver con un pasado colonial, el hecho de establecer esa frontera. Le fait d'établir cette frontière, cette limite entre art et artisanat. Ya no tenemos más preguntas. Ere Abdul jaunari, zure hitzaldiaren hasieran aipatu duzu Afrikar gizarte eraldatu bat izan dela mendetan zehar. Ez aipatu duzu esklabitude garaia eta kolonizazio garaia eta horrek suposatu duen eraldaketa gizartean, ez? Ez dakit ikertu ote dezuen ere horrek zuen artean eta artesau lanean izan duen eraldaketa. Hori izan ote den ere bai eragin horren ikerketariek egin ote dezuen. L'impact de se passer sur le Sénégal. Je ne sais pas si vous avez conduit une enquête à ce sujet. L'impact que cela a pu avoir sur l'artisanat. Il y a une autre question sur le dialogue en ligne. Abdul, vous avez la parole. Donc, je vous remercie pour ces questions très intéressantes et qui à la fois aussi sont, je dirais bien, idéologiques. Idéologiques parce que les trois questions tourne autour de critères qui permettraient à l'Afrique de montrer finalement que l'Afrique a également une civilisation, a une création autour donc, de ces éléments. Donc, le premier, donc la première, ou bien si je vais commencer par la dernière, sur les impacts de l'art par rapport aux transformations des sociétés africaines. Oui, il suffit de regarder la diversité culturelle ou d'une Sénégalaise ou d'un Sénégalais lambda,
il y a de cela quelques années, dès l'instant qu'on voyait la personne, on savait à travers son accoutrement, ses costumes, ses bijoux, de quelle ethnie il faisait. Maintenant, de plus en plus, c'est très distinctif qui donnait une identité à la personne, disparaît au profit d'une généralité mondialisée. Donc, on a du mal actuellement à comprendre finalement si les personnes qu'on rencontre sont pratiquement porteurs, ils sont porteuses, les personnes sont porteuses d'une identité, mais qui ne s'affirment pas, donc dans en tout cas l'art tel que c'est véhiculé, en tout cas dans l'artisanat d'art tel qu'il est produit. Donc ici, on voit à la fois un impact très négatif de la mondialisation, mais aussi de d'autres facteurs globaux qui nous ont évidemment marqués dans l'histoire. Ça, c'est important. Je pense que pour le cas de l'Afrique, c'est quand même très visuel, même si on a encore de plus en plus de personnes qui s'attardent, qui s'attachent, qui accordent une importance par rapport donc, à cette façon d'être. Concernant, donc je ne sais pas si j'ai répondu, on peut toujours compléter. Madame Fall, dans sa présentation, il reviendra sur certains aspects par rapport à la question donc, du patrimoine immatériel, ça c'est sûr. Le deuxième point, la deuxième question, quelle est la frontière entre art et artisanat d'art? C'est intéressant cette question. Elle est ici idéologique. Pourquoi? Parce que le colonisateur, quand il est venu, il a dit, ah bon, ces Africains n'ont pas de civilisation, ils n'ont pas de langue. Donc, il faut leur amener une langue et les interdire même de parler leur langue. Mais aussi, il faut leur amener évidemment de la production. Donc, vous voyez, tous les objets que vous utilisez, ça ne sert absolument à rien. Nous, on vous amène des choses qui sont plus importantes et plus intéressantes à faire. Et finalement, vers la fin, la deuxième phase, quand l'Africain, parce qu'il y avait la phase qu'on appelle l'Africain barbare, donc c'est l'Africain qui a vu le noir comme le sauvage, qu'il faut sortir de ces ténèbres vers la lumière. Et après la participation à la Première Guerre, il y a le concept donc de l'Afrique banania. Et c'est en ce moment qu'on a l'Africain rigoleur, etc., jovial, un peu plus proche de l'enfant, de la nature. Et dans cette phase, évidemment, du colonialisme, ou en tout cas, on a développé d'autres critères en disant finalement, ils n'ont pas d'art, mais ils ont un artisanat, quand même de qualité. Hein? Ce n'est pas de l'art, c'est de l'artisanat. Et en parlant d'artisanat, ce n'est rien d'autre qu'une reproduction. Une reproduction. Tandis que l'art, c'est la création. Et pendant longtemps, on a dit que les Africains n'ont pas créé, ils ne font que reproduire. Donc la différence entre, évidemment, l'artisanat et l'art, c'est au niveau donc, de la reproduction. Donc les artisans font de la reproduction, en termes de transmission. Et tandis que l'art, c'est la création, et toutes les sociétés ont besoin de création pour se développer. Et sur ce plan, je pense, la frontière entre art et artisanat se situe dans un contexte global, et pendant longtemps aussi, on a inculqué aux Africains, même intellectuels, que les Africains sont de grands artisans et pas de grands artistes. Alors que, parce que dans l'idée d'artiste, il y a l'idée de création, et on a ôté à l'Afrique sa capacité de création. Donc, on est plutôt des sociétés de consommation, parce qu'on voulait transformer donc, les Africains par des sociétés de consommation. Et je pense que là aussi, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la langue et à la culture, et ici aussi la création, parce que dans la culture, ça impose évidemment et ça renvoie à la création. Et il faut qu'on investisse cela pour comprendre évidemment, parfois en Afrique, la frontière entre l'art et l'artisanat est assez floue. Et évidemment aussi, il faudrait repréciser les études qui étaient faites en contexte colonial en vue soit de les critiquer ou en vue donc de les améliorer. Et puis la première question qui était posée, c'était le regard sur la valorisation de l'artisanat. Est-ce qu'il existe des stratégies de communication? Oui et non. Oui, au niveau national, il y a de plus en plus, on a vu qu'on est dépendant de l'importation du riz. Évidemment, il y a le consommé local, donc ce qu'on appelle le patrimoine gastronomique. Là, l'État développe de véritables politiques pour convaincre les gens à consommer local, développer aussi des politiques nationales pour permettre aux gens de s'habiller localement, mais encore c'est assez timide et il faut une forte mobilisation. Je pense que les stratégies de communication, en tout cas au niveau de la production artisanale, on voit de plus en plus tout ce qu'on avait en termes de peau,
pour boire et tout ça, est relégué au second plan avec des assiettes à base de plastique. Donc, quelque chose qui pollue. Moi, je pense qu'il y a toute une stratégie de communication que l'État devrait mettre en œuvre à travers, évidemment, donc, ce qu'on appelle les collectivités locales pour promouvoir cet artisanat-là. Il y a en tout cas de bonnes bases, mais ça reste encore à approfondir pour investir nos champs donc, de stratégie de communication. Ça reste encore à développer. Voilà ce que j'avais à dire, tout en vous remerciant de la clarté, évidemment, de vos propos. Madame Fall peut compléter parce qu'elle travaille également sur les questions de patrimoine culturel immatériel et Madame Fall est une collaboratrice, je dirais bien, de points entre nous. En tout cas, on travaille beaucoup ensemble entre le CRDS et l'IFR-CRAC. C'est toute une symbiose et on appartient à la même institution, c'est l'Université Gaston Berger. Et on travaille étroitement. Je suis pratiquement beaucoup plus présent au CRDS parfois qu'à l'université. Merci beaucoup. Donc, moi, juste pour compléter par rapport à la stratégie de communication, effectivement, nous avons plusieurs associations entre les artisans, entre les artistes et la société civile. Et nous arrivons à organiser des foires pour valoriser le travail qui a été fait, le marché de Noël, le marché de telles fêtes religieuses, en tout cas au niveau du Sénégal. Mais il y a aussi les défilés de mode qui permettent aussi bien aux artisans, aux artistes, aux stylistes et autres de pouvoir montrer ce qu'ils ont créé. Par rapport à la question qui est relative à la frontière aussi, effectivement, c'est idéologique, mais c'est deux domaines qui se complètent. Les artistes font de la création, ils vont s'inspirer, ils vont visiter les artisans et vice-versa. En tout cas, nous, c'est ce que nous vivons au niveau donc, de notre association Kendart et dont on aura l'occasion tout à l'heure de présenter une partie de nos activités. Merci. Gorka bazen galdera bat txatean, aipatu duzu? Eukidugu bat, bai, baina ostean eskua jaitsi dute eta nik uste dut gai egual jabe dekaguz edo argituko zela. Bada espada gogoratzen dizuet, etxean zaudeten hoi, txata ez dugula erabiliko galderak egiteko, eskua altzatuko duzuela eta ostean hitza emango dizuegula. Horrekin ere, eskua altzatuta mantendu guk galderak edo hitza emateko momentuan identifikatu ahal izateko. Pour que nous puissions vous passer la parole et ouvrir les micros. Beste galderarik ez bada, bigarren hitzaldiari s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons passer à la deuxième présentation de cet après-midi. Bigarren hitzaldiaren izenburua, herritarren partaidetza sustatzen, Kubako Habana Zaharreko kultura proiektuan. Hitza emango diogu Katia Cárdenas Jiménez, Habana hiriko historialariaren bulegoko kultura ondarearen zuzendaritzako kultura kudeaketaren zuzendariari. Zure hitza duzu, Katia, kaixo, egunon, nahi duzunean hasi zaitezke. Allez-y. Mikroa piztu behar duzue. Branchez votre micro. Je ne sais pas si vous nous entendez, mais il faut... Dirudienez konexioarekin
daukagu arazoa. Nous avons des petits soucis techniques. Bueno, continuamos aquí. Kubarekin konexioa Nous avons un petit souci technique avec Cuba. Nous avons perdu dirudienez bai, ez dira oraindik bueltatu, begiratzen ari gara bueltatu diren, estirudi, orduan igual jarraitu dezakegu. Ils ont quelques soucis techniques. Pour nous rejoindre, nous allons attendre encore quelques minutes, 2 minutes. Nous attendons quelques minutes. Et sinon, nous pourrions changer l'ordre des interventions. Mais nous allons attendre tout de même 2 minutes. S'ils arrivent à se connecter, nous attendons. A ver si me escuchan. A ver. Hola, ¿nos escuchan? Hola. ¿Nos escuchan? Usted está utilizando el audio del equipo. Sí, está bien. Sí. Bueno, vamos a comenzar la presentación de la máster en ciencia Katia Cárdenas. Tiene un mareo ahí el coso. Vamos a compartir la pantalla. Nous allons essayer de partager l'écran. Mario dice, no sabíamos esto, era nuevo. Historialariaren bulegoko kultura ondarearen zuzendaritzako, kultura kudeaketaren zuzendariari hitza emango diogu. Kaixo Katia. Également donc du bureau de l'historien. Katia, vous avez la parole. Partaidetza sustatzen. Désolé. Kubako Habana Zaharreko kultura proiektuan. Bai, nahi duzunean? Non, vous avez la parole. Hasi zaitez. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Y precisamente hoy vamos a hablar de toda esta estrategia para el fortalecimiento de la participación comunitaria del proyecto cultural de la participación communautaire au projet culturel de La Habana Vieille. Es que en el contexto de nuestro centro histórico de La Habana Vieja hay una mirada muy especial y protagónica a la gestión cultural, puesto que tenemos más de 60 entre museos y centros culturales de la Oficina del Historiador que están insertados en esta zona del centro histórico, además de otros que pertenecen a otras instituciones de nuestro país. Y nuestra propia institución, la Oficina del Historiador de la ciudad, aunque ha ido evolucionando a lo largo de los años y ha expansionado sus criterios de restauración, de comercialización, es una institución cultural por vocación y desde su nacimiento, con un arraigado prestigio dentro del escenario nacional, y que con una mirada muy especial hacia el papel del individuo, del ciudadano, dentro del proyecto de rehabilitación integral de la zona. Dentro de esta oficina del historiador, nuestra dirección de patrimonio cultural es la más antigua en funciones, porque precisamente esta institución nació de una biblioteca, de un archivo, y con esta misma inspiración ha ido creciendo a lo largo de los años y diversificando también
changé au fil du temps. Il nous a permis de diversifier la fonction culturelle, car beaucoup de musées et de centres culturels ont été créés et ont créé un ensemble d'institutions culturelles au sein de cette partie vieille de la ville. Et pour vous expliquer en quoi consiste ce travail culturel, nous avons au sein de cette direction de gestion culturelle, nous avons donc des programmes de services socioculturels qui portent un regard multidisciplinaire, c'est-à-dire il y a des sociologues, des psychologues, des communicateurs, historiens, philologues, pour essayer de mieux articuler le réaménagement de cette partie de la ville sur la base de concepts divers qui nous servent de base pour notre travail, mais également en regardant la richesse patrimoniale. Et sur cette base, nous avons réalisé un intense travail qui jette un regard sur la mémoire, qui est en quelque sorte le thermomètre de nos activités, préserver, protéger notre mémoire à partir de projets qui prétendent célébrer des festivités, les fêtes nationales de notre ville, et avec également d'autres événements culturels et des expressions artistiques comme les expositions de divers formats et des regards que nous portons sur la création et l'organisation d'événements culturels comme la Biennale de la céramique. Que acoge siempre nuestros espacios, ya sean los espacios públicos como los interiores de nuestra academia. A nivel de conciertos y espectáculos tenemos 4 grandes salas de conciertos, el Teatro Martí, un anfiteatro, otros teatros de pequeños formatos en los que a partir de la diferenciación temática de cada una de las presentaciones que se realizan, se ofrece una diversidad a nivel de espectáculos y de presentaciones artísticas en todas estas zonas de la ciudad. Todos son edificios patrimoniales rescatados, cada uno es una obra de rescate del patrimonio de nuestra ciudad, pero que se hace vivir precisamente con toda una programación cultural en cada uno de ellos. También el programa académico forma parte de esa vida cultural de nuestra ciudad y el uso de los espacios públicos también. Esa vida cultural no solo sucede al interior de nuestras instituciones culturales, sino que sale a las calles, a las plazas, también ponderando la diversidad de manifestaciones artísticas, incluso de eventos como este que vemos ahora de la danza en paisajes urbanos, que se integra también a una red internacional de ciudades que danzan. Toda esa vida cultural no tendría sentido si no miramos hacia los públicos y si no miramos especialmente hacia los públicos de nuestro entorno, los más cercanos de nuestra comunidad. Con una mirada especial al trabajo con los niños que tienen grandes proyectos dentro de la oficina, como el de las aulas museos, que es un proyecto fundacional que nació en el auge de la restauración, pero que se ha ido actualizando en la medida que pasa con el tiempo, con otros proyectos que han dado continuidad a esa idea de nuestro historiador de la ciudad del año 94 y que ha permitido que otros grandes proyectos como el taller de creación y el mismo proyecto de los niños días del patrimonio le dé una vitalidad a un proyecto que nació hace tantos años. Todo esto se logra precisamente con una evaluación de cada uno de los programas públicos que desarrollamos. La mirada a los públicos vulnerables, empezamos esta mirada a enfatizar en los niños, ha sido una prioridad de nuestro trabajo. Mirar a los que más necesitan y también fomentar en ellos esa relación de cercanía, de sensibilidad con el patrimonio atesorado en la zona. Hemos trabajado con niños de las más diversas discapacidades, pero también los que necesitan una atención
handicapés, mais aussi avec des enfants qui sont dans les hôpitaux pédiatriques. Aussi, nous nous sommes dirigés vers les enfants qui n'ont pas de famille. Beaucoup de projets très divers. Nous avons utilisé les ressources du centre historique afin de nous rapprocher des différents groupes sociaux. Tous ces projets, dans tous les projets, la communication est très importante. Voilà notre communication d'un magazine pour les enfants. Le but est de nous rapprocher des enfants pour qu'ils puissent connaître le patrimoine historique. Programme pour les adultes, un programme qui a vu le jour parce qu'il faut aussi regarder vers la population âgée, vers le plus âgé. Programme des adultes âgés, qui n'a pas seulement une approche humanitaire, mais aussi l'approche culturelle. Oui, nous devons aussi nous rapprocher des personnes âgées. C'est un projet ou un programme qui a lieu tous les jours. Nous offrons un petit déjeuner et nous traitons des sujets très, très divers. Les musées doivent sortir vers la communauté, vers ces centres de jour où ils sont, où les personnes âgées sont. Pendant la pandémie, ceci s'est avéré très important, on sait très bien. Ces contacts ont été très utiles pour les personnes âgées. Un autre élément important est de considérer le besoin culturel de ce groupe de population. Et nous avons conçu tout un groupe de programmes destinés à cette population de personnes âgées, qui participent aussi aux ateliers de création. Beaucoup de projets avec les personnes âgées parce qu'on veut renforcer aussi leur formation et pouvoir bénéficier de leurs connaissances. Nous voulons là un défi de développer des recherches qui puissent contribuer à un meilleur développement du programme. Et nous voulons aussi les engager de plus en plus et renforcer aussi leur formation. Programme pour les adolescents. Il fallait donner continuité aux différents programmes destinés aux enfants. On a fait un diagnostic des jeunes afin de connaître quelles étaient les nécessités et les besoins de ce groupe de population qui habite au centre historique de la ville. On a mené à bien un travail dont le but était d'obtenir 3 résultats. Tout d'abord, de mettre en route, en œuvre un réseau de collaborateurs pour la prise en charge des adolescents, ensuite la conception et la mise en œuvre d'un programme d'ateliers et des services sociaux, ainsi que la création d'un centre. C'est déjà une réalité au centre-ville. Nous avons finalement tissé des liens avec différentes institutions qui travaillent pour le développement intégral des adolescents de la vieille Havane, qui ont déjà leur propre centre, un centre qui est une référence et un point de repère pour d'autres. Voilà certains produits culturels qui ont déjà été développés par nos adolescents. Dans ce grand centre pour les adolescents qui se situe à la vieille Havane, la communication, encore une fois, joue un rôle clé. Nous avons développé un agenda culturel pour les adolescents. Communication et visibilité, encore une fois, des éléments clés. Pour les publics les plus vulnérables à l'intérieur de ce groupe de population, des adolescents, nous avons voulu
concentré aussi pour pouvoir prendre en charge ces adolescents vulnérables. Et voilà, le centre est déjà une réalité et vous pouvez voir la participation active des adolescents de la totalité de la ville. Le centre offre maintes possibilités. Il y a des galeries d'art, des espaces pour la danse, des arts de la scène. Et très récemment, on a pu satisfaire un besoin très important pour les jeunes. Et on a vu la naissance d'un centre qui s'appelle Habana Centro Creativo, qui est une espèce de pépinière pour les arts. Un centre qui est né même dans cette époque de pandémie, parce qu'il était essentiel de tirer profit du potentiel dans la musique, de nouvelles technologies. Nous avons déjà des bourses de création. Nous sommes en train d'accompagner les jeunes para la posible inserción luego en el escenario de las economías creativas. Ils puissent travailler dans les économies créatives, ces jeunes créateurs. Voilà ce que nous sommes en train d'essayer de favoriser. Tous ces différents programmes sont liés les uns avec les autres. Là, vous pouvez voir les personnes âgées avec leurs petits-fils, les pères avec les parents, avec les enfants. Et un programme très important pour la famille est celui-ci. Programme qui fête déjà son 20e anniversaire, route et manière de marcher. Il y a par exemple des parcours virtuels dans les musées, un projet qui va dans la main avec la recherche socioculturelle qui nous permet de concevoir et de reconcevoir le projet au fur et à mesure. C'est un projet qui attire des personnes d'autres régions qui veulent participer à ces routes, à ces différents parcours dans le centre-ville pour bénéficier du projet, qui veulent profiter de ces composantes culturelles. Parce que, encore une fois, il faut le communiquer et mener à bien des actions de communication. À partir de ce projet, le Centre d'information culturelle a déjà pu voir le jour. Et voici mon support de communication pour le programme culturel, pour évoquer les différentes activités. Ici, nous voir le palais Segundo Cabo. Y también nuestra emisora Habana Radio, que ha estación de radio, Habana Radio, avec des programmes spécifiquement dirigés à la promotion culturelle. Ahora, ante toda esta disyuntiva que estamos trabajando precisamente en fortalecer esa participación comunitaria en el proyecto cultural de La Habana. Porque si bien la mirada hacia esos grupos residentes en la comunidad del centro histórico ha sido una prioridad de nuestro proyecto, la realidad es que al convertirnos en un polo cultural de atracción en nuestra ciudad han venido personas de toda la ciudad a apropiarse de ese producto cultural. Y en la medida en que han ido ganando participación esos otros municipios de la ciudad, y necesitamos que realmente La Habana Vieja vuelva a recuperar ese protagonismo de los momentos iniciales y precisamente logremos no solo participar más de la vida de estos barrios, sino jerarquizar también los productos culturales que nacen de estas comunidades y lograr colocarlos en los espacios protagónicos que tenemos en la ciudad. Este mismo proyecto está tratando de articular también las relaciones con los actores locales relación avec les agents et les acteurs locaux. Y ahora mismo estamos dentro de las acciones realizando un mapeo de las iniciativas culturales comunitarias de La Habana Vieja, restableciendo una red de colaboradores locales para el desarrollo de estos proyectos y realizando dentro de esas iniciativas culturales los mejores proyectos para colocarlos en estos maravillosos escenarios que tenemos en el centro histórico. Una experiencia ya puntual que realizamos entre noviembre de 2020 y enero de
2021 fue precisamente en un barrio del sur del centro histórico, en el barrio de San Isidro. Estamos pensando, trabajando en estos barrios que quedan un poco fuera de la centralidad del centro histórico. Y ahí hemos logrado articular a los diferentes actores locales y experiencias culturales, ya sean de la oficina del historiador o de otras instituciones, para desarrollar proyectos conjuntos en esta zona de la ciudad. Ahí vemos, por ejemplo, el nacimiento del centro Gutiérrez Alea, la casa de Titón y Mirta, que también tiene un acompañamiento importante de KCD y de la región vasca, porque realmente es muy importante la introducción del tema del cine, la recuperación de la memoria audiovisual de la ciudad a partir de este proyecto. Como ven, esto fue una gran idea con espectáculos artísticos en las calles, juegos, ventas de libros, exposiciones, que llevó una buena parte de esta etapa, incluso en las que tuvimos que estar sondeando también el tema de la pandemia. Pensamos llevar iniciativas como esta a otros barrios de la ciudad, como Talla Piedras, Jesús María. Y precisamente todo esto pensamos que pueda llegar a un mejor término con la creación de un centro para el desarrollo cultural comunitario, que tendrá la colaboración del Ayuntamiento del Bilbao y la Agencia Vasca de Cooperación a través de ONG KCD, un nuevo espacio para promover la participación equitativa y la articulación de bienes y servicios culturales en la nación. Hemos recibido recientemente la grata noticia de un edificio emblemático de la Plaza Vieja del Centro Histórico, el Palacio de los Condes de Jaruco, será la sede de este espacio. Nos parece que cae precisamente en una de esas plazas vivas, habitadas, que por naturaleza distingue ese proyecto con una mirada hacia la comunidad. Tenemos muchos retos este año para la creación de nuevos canales y soportes de comunicación con el trabajo que hemos realizado en las redes sociales, que ha sido imperativo en estos tiempos de pandemia, también de asesoría y acompañamiento de otros proyectos culturales en la zona, de definición de algunos proyectos sociales, como el proyecto de la tercera edad, que tendrá una mirada crítica este año, favoreciendo el desarrollo de proyectos individuales y colectivos en La Habana, espacios creativos, que es realmente una mirada protagónica que vamos a realizar en este año. Es un espacio lleno de desafíos para el próximo tiempo, que precisamente rescatar ese protagonismo de la comunidad en las acciones culturales del centro histórico. Es una mirada que siempre tenemos que evaluar, revisitar, redefinir y empoderar precisamente a esos grupos comunitarios. Redéfinir pour autonomiser aussi la population. C'est tout, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Katia, Andrea. Merci beaucoup, Katia. Merci beaucoup. Alors voilà, nous avons encore du temps pour les questions. Tout d'abord, on va donner la parole au Sénégal. Avez-vous des questions au Sénégal? Sénégal, bonjour, rebonjour. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour, bonjour. Et oui, ici, on a des questions. Et en première, merci beaucoup pour cette belle et excellente intervention qui, en quelque sorte, est sur la ligne de nos pensées et actions. Aujourd'hui, cette connexion avec l'Havana et Saint-Louis nous inspire sur comment nous approprier de toutes ces infrastructures, espaces que nous avons ici et en faire profiter à notre population et surtout à notre jeunesse qui en a besoin. Et pour nous, c'est important dans ce contexte que vous nous parlez un tout petit peu comment vous faites la négociation pour que ces espaces, à la fois publics et privés, peuvent être mis à la place
de ces organisations et associations de jeunes pour que à la fois la synergie de ces actions puisse être au bénéfice des populations. Pour nous, c'est une question importante, comment créer des synergies avec nos autorités, avec les organisations pour que toutes ces questions, tout cet héritage que nous avons puisse être au bénéfice des populations. Merci beaucoup. Bai. Salan, bada norbait, galderarik egin nahi duenik. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Hola, buenas tardes y muchas gracias por esa presentación. Tengo que decir que a la medida que ha ido hablando Katia, se ha ido contestando a muchas preguntas que se me pasaba por la cabeza. Quería preguntarle a ver si cuando ha hablado de niños y niñas y luego de personas mayores, a ver si hacían algún programa intergeneracional. Y ahí un poco más tarde pues, contestó ella misma, ¿no? Entonces quería decir, de las muchas preguntas que tenía, muchas han ido solucionándose. Entonces, como parece que han pensado en todo, quería preguntar, y todo parece tan interesante y tantas cosas, pues por una parte quería felicitaros en ese sentido, pero también preguntar por los posibles conflictos que tiene que haber, que todo no puede ser tan perfecto. Entonces, ¿cuáles son los problemas que surgen? ¿Qué cosas? Igual el compañero en Senegal acaba de preguntar un poco por la negociación de espacios, pero ¿cuáles son esos conflictos? Y os iba a preguntar también, por un poco pensando en las cosas que trabajo yo, de conflictos en términos de género, a ver si al final no han salido en los muchos proyectos que tienen pensado de fomentar la participación de las mujeres, de fomentar la participación equitativa, y a ver si también nos podría comentar un poco cómo lo tienen pensado o cómo lo están haciendo. Pero felicidades y muchas gracias. Sí, la primera no entendí. ¿Qué han mandado la sala? Joseba mandó la... Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días para vosotros. Lo primero, felicitaciones. Ha sido muy inspirador, la verdad, y da gusto escucharos, sobre todo por lo que ha comentado la compañera, que habéis pasado por muchos grupos sociales y habéis dado ejemplos de proyectos participativos con muchos grupos sociales, y creo que es una de las bases de la participación, así que felicidades de nuevo. Y yo también me sumo a las preguntas, y van en el mismo sentido, porque lo veía tan bonito que voy a hurgar un poco en la llaga. Y me gustaría que hablarais, en caso de que hubiera habido conflictos relacionados con politizaciones de los proyectos o apropiaciones que igual han hecho que los proyectos hayan derivado negativamente en cuestiones que no esperabais, o bueno, estas cosas que a veces siempre surgen sobre la marcha, porque en la participación nunca puedes tener todo reglado, ¿no? Entonces, bueno, si podéis comentar un poquito esto, agradeceríamos. Sí, bueno, voy a comenzar por las últimas preguntas porque no pudimos escucharlas. Bai, Zoom bidez bi galdera ditugu, orduan lehenik eta behin hitza emango diogu Helga Malabe entzuleari. On va donner la parole à Helga, qui est en train de nous suivre sur Zoom. Hola. Bonjour. Buenos días. Bueno, yo había dejado la pregunta en el chat. Quería saber, bueno, saludarlos primero, felicitarlos nuevamente por este encuentro, felicitar a las amigas desde Cuba y preguntarles cómo han hecho para continuar realizando estos trabajos durante la cuarentena. Gracias. Pendant les quarantaines ou les confinements. Bada beste galdera batez. Itza Maria Peraita entzulari emango diogu. On va donner la parole à Maria qui est en train de nous suivre sur Zoom.
Mañana no. Arratsaldeon. Bonjour. ¿Sí? Hola, ¿se me oye? Bonjour. Hola, buenas tardes, ¿se me oye? ¿Es que vous m'entendez? Sí. Oui, Vale, muy bien. Bueno, en primer lugar quería agradeceros tanto el encuentro como a todas las ponentes y los ponentes las charlas tan interesantes que estáis dando. Mi pregunta, igual por concreta, resulta un poco bruta, por decirlo de algún modo, pero sí que es cierto que en todo este trabajo que estáis realizando, tan interesante, tan potente, y que, como le pasaba a Margaret, a medida que ibais hablando de las actuaciones que ibais realizando con los diferentes grupos sociales, se iban respondiendo a mis preguntas sobre el tratamiento de la adolescencia, de los jóvenes, de la creatividad. Pero mi pregunta va un poco por algo de lo que pocas veces hablamos, que es lo económico. ¿De qué modo, o quería saber si se había planteado de alguna manera algún tipo de colaboración mixta público-privado en toda esta actividad, si hay una integración de empresa de algún modo, o de qué modo se gestiona toda esa cuestión para hacer posible y sostenible, sobre todo a largo tiempo, que el patrimonio cultural pues, pueda seguir siendo utilizado de una manera pública, democrática y abierta. Muchas gracias. ¿Cómo financez-vous tout cela? Besterik ez bada, Katia, nahi duzunean. Katia, je crois que vous pouvez répondre. Sí. Quand vous voulez. Voy a comenzar por las últimas preguntas. Je vais commencer par la fin. No pudimos escuchar por problemas de conexión la pregunta de Senegal. Entonces, la question du Sénégal, nous n'avons pas pu l'entendre. Que me aclararan, me devolvieran la pregunta de Senegal. Alors oui, y el tema de los après répondre, nous reposer la question du Sénégal. Les conflits, que estamos ahora realizando y que terminará en la creación de un centro aboutira avec la création du centre culturel communautaire. De estos conflictos. Précisément, l'idée était basée sur les conflits. De La Habana Vieja se ha alcanzado un mayor protagonismo. Hemos tenido lo mejor del talento artístico nacional e internacional en la zona. Nuestras instituciones han crecido, hemos ido percibiendo, y de hecho lo hemos investigado, participación de los pobladores de La Habana Vieja no han continuado ascendiendo en la misma medida en que han continuado las participaciones de otras zonas de la ciudad. Y este es un conflicto que detectamos y que empezamos a estudiar, y tenemos ya una serie de causas probables, quizás precisamente el buscar el hobby o la recreación en una zona alejada del lugar donde se vive, el creer que se conoce todo y por eso no hay que caminar la ciudad, y precisamente el fortalecimiento de la necesidad de un fortalecimiento de la integración de esos actores locales, de esos actores gubernamentales dentro de las actores de la oficina del historiador. Ha traído consigo esos niveles de participación bajos. Por ejemplo, ese mismo centro adolescente maravilloso que vimos hace un momento, que nació de un diagnóstico integral de los adolescentes en La Habana Vieja, ahora mismo tiene mayores niveles de participación de adolescentes de otras zonas de la ciudad que de La Habana Vieja. Y plus d'adolescents qui viennent des quartiers périphériques que de los habitantes de La Habana Vieja. Alors, l'engagement des habitants et des riverains de la ville est un conflit. Il nous faut des stratégies afin de renforcer cette intégration. Voilà un écueil, voilà un conflit, voilà le conflit principal que nous avons aujourd'hui. Tenemos adultos mayores de otras zonas de la ciudad que en las
difíciles condiciones de nuestro país tratan de llegar a esta zona de la ciudad para participar de esas ofertas culturales que a veces tienen tan cercanas a los pobladores de la Habana Vieja y no aprovechan esas potencialidades. Entonces estamos dando precisamente ahora una mirada diagnóstica, indagadora, precisamente a qué puede estar causando eso, qué debemos hacer para lograr una mayor participación de la comunidad de la Habana Vieja, que si bien sigue participando, no es que hemos encontrado niveles que se hayan suspendido toda esa participación, sin embargo no ha crecido al mismo nivel de los pobladores de otras zonas de la ciudad, y esta es precisamente nuestra principal zona de conflicto. En cuanto al género, sí, yo creo que una mirada a la cuestión de estas políticas de género la estamos teniendo ahora mismo en todos los proyectos culturales. Ahora la dimension de genre dans tous nos projets. Très prochainement, nous allons l'inclure dans nos projets. C'est-à-dire nous portons un regard sur le genre. Nous avons développé également un programme dans un centre culturel pour nous tourner vers le rôle de la femme. Il y a toute une stratégie qui tourne autour de ces projets. Il y a donc la maison de Laura Espia qui est donc a pris en compte ce projet de genre et qui reprend ce projet, c'est-à-dire le renforcement de la participation citoyenne au centre de la Havane en nous penchant surtout sur les femmes, les femmes qui sont dans le domaine de l'artisanat. Nous essayons de prendre en compte toutes les femmes et nous voulons les associer à la vie culturelle du quartier, de ce centre-ville. En ce qui concerne la pandémie, en effet, la pandémie nous a mis devant de sérieux défis. Nous avons ressenti la nécessité de créer cette plateforme de participation. Maintenant, nous avons à l'heure actuelle, grâce aux plateformes numériques, nous avons pu continuer à échanger dans le domaine culturel. Nous avons pu entretenir les liens qui existaient. Nous avons organisé plus de 15 ateliers au travers de WhatsApp pour les jeunes. L'accès, certes, aux nouvelles technologies est encore à ses débuts chez nous, mais petit à petit, nous constatons que cela est utilisé. Nous avons constaté le rôle joué par les parents qui essaient de faciliter cet accès de leurs enfants à cette participation virtuelle que nous avons développée. Également, au bureau de l'historien, nous avons plus de 30 pages sur Facebook, plateforme que nous utilisons, donc réseau social qui s'utilise énormément pour le développement de toutes ces activités en virtuel. Et nous essayons de faire en sorte que tous les différents publics puissent participer dans ce domaine du patrimoine immatériel. Et les raisons étaient très importantes pour nous. En ce qui concerne la question économique, à l'heure actuelle, notre bureau donc est à joue un rôle important. Nous prétendons faire en sorte que la communauté culturelle puisse être prise en compte. C'est un des objectifs, le développement de la culture, la revalorisation de notre patrimoine, mais nous sommes en train de mener des études également pour des enquêtes également pour faire
voir s'il pourrait y avoir de nouvelles voies de financement, de nouvelles lignes de financement de notre projet pour le développement d'un campus entrepreneurial au sein de notre bureau de l'historien, nous permettant de payer ces coûts qui sont importants dans le domaine de la culture. Et l'expérience que j'ai évoquée dans la Havane Espace Créatif pour encourager les économies créatives en préparant les jeunes pour qu'ils puissent mener à bien leur projet dans un pays où il y a encore de nombreux obstacles pour la revalorisation des industries créatives. Il y a eu coopération du secteur privé. Je pense que Patricia pourra vous en dire un petit peu plus long. Nous travaillons énormément dans le domaine du bureau de l'historien, qui est une voie à entreprendre et qui nous permet de voir le lien entre le privé et le public qui fonctionne. Donc, par rapport à... Désolée, mais nous n'entendons pas bien l'intervention de madame. Bueno, a ver, en la oficina del historiador, todas estas instituciones que han visto pertenecen a la oficina del historiador de la ciudad, que es la institución más grande del centro histórico de la ciudad y que tiene conectado prerrogativas legales para la actuación en el territorio. Por eso se nos hace un poco más sencillo a la oficina desarrollar estos proyectos culturales, ese trabajo con los públicos, porque precisamente son toda una institución en sinergia con todas estas instituciones. Les decía hace un momento que tenemos bajo la égida de la oficina del historiador más de 60 museos y centros culturales y el trabajo con los espacios públicos. Y todo esto pertenece a la oficina del historiador. Y sí, tenemos también una relación importante. Yo creo que el papel de la oficina del historiador, el prestigio ganado en las obras de restauración de la zona del centro histórico de la ciudad, en las políticas sociales, ha permitido que la negociación con las autoridades y la comunidad sea una vía mucho más factible para lograr una integración verdadera. Queda mucho por hacer en este camino, pero creo que desde el nacimiento y la planeación estratégica del programa de desarrollo del centro histórico de la ciudad se ha hecho con negociación con las autoridades, con diálogo con las comunidades, y esto ha permitido que a lo largo del tiempo esa integración se vea de una forma más natural. Ahora mismo en el tema del trabajo, en la oficina del historiador un espacio de empleo de muchos de los habitantes de la comunidad del centro histórico, y tenemos muchos proyectos. Y recuerdo que hace un momento hablábamos de las artesanías en Senegal. Tenemos las escuelas de oficios, más de 4 escuelas de oficios que tenemos acá en el centro histórico de la ciudad, que son una vía de preparación de estos jóvenes para trabajar en los oficios de la restauración, que realmente un camino importante para preservar la obra del trabajo de restauración que vamos en esta zona. No sé si je ne sais pas si je réponds à votre question. Peut-être que Patricia peut m'aider à mieux répondre. A ver, esto, primero comentar que en sentido general esta obra rehabilitadora multidimensional, compleja, tiene varios mecanismos de financiación. Es decir, nos hemos siempre preocupado porque sea sostenible desde el punto de vista económico, ¿no? Y desde las otras dimensiones que explicamos ayer también. Entonces, para que sea sostenible desde el punto de vista económico, contamos con diversas fuentes de financiamiento. Hay una fuente de financiamiento importantísima y fundamental, que es el presupuesto del Estado. Es decir, el Estado es responsable, estamos en un centro histórico, estamos en un monumento nacional, que es patrimonio mundial. Hay responsabilidad por parte del Estado en garantizar parte de los presupuestos para esta
que les desarrollo de ese modelo de gestión. Vamos, ese es el primer punto. Segundo punto, tenemos con el incremento del sector privado, hay unos sistemas obviamente de impuestos y hay unos mecanismos para capturar impuestos del trabajo por cuenta propia, trabajo privado que se desarrolla en el territorio. En ese sentido, esa captura no supone un esfuerzo extra en ese trabajador por cuenta propia. Es decir, un effort supplémentaire pour ces travailleurs indépendants. C'est-à-dire que nous avons signé un accord avec l'entité qui prélève ces impôts et un accord interne avec nous. C'est-à-dire que l'on ne va pas devoir payer plus de par le fait qu'il se trouve au centre historique. Mais d'une certaine façon, étant donné qu'il bénéficie de que nosotros tous hemos generado les acá, impacts bueno, se captura una parte que nous avons de sus générés, ganancias, on va sin prélever afectarlo a une él, partie pero sí de ces quedan aquí en impôts, el territorio. mais qui vont donc rester ici, sur notre territoire. Mecanismos que tenemos mécanisme es el arrendamiento de determinados locales, es decir, la oficina del historiador es como decir propietaria, vamos a decir entre comillas, de l'historien o el Estado, que es propietario de determinados locales en el centro histórico, en este caso está inscrito a favor de la oficina del historiador. Y la oficina del historiador lo puede arrendar a terceros. Esos terceros pueden ser empresas estatales o pueden ser empresas privadas, pequeñas empresas privadas, estos servicios que brindan o negocios de carácter privado. Entonces, por ese concepto del arrendamiento también incorporamos recursos. Se arrienda también en este territorio, por ejemplo, el uso del espacio público para la extensión de la actividad gastronómica, lo que llaman en el Estado español las terrazas, por ejemplo, ¿no? Que ese uso del espacio público, nosotros cobramos un canon por el uso de ese espacio público. Recientemente estamos ya metiéndonos en otras honduras que tienen que ver con las economías creativas y las industrias culturales, el centro histórico, sus espacios públicos, muchas instalaciones culturales son usadas permanentemente como escenarios cinematográficos. Mais qui pourrait l'être. Ahora con digamos, las organizaciones del Ministerio de Cultura que tienen que ver con eso, llegando a ciertos acuerdos, porque debemos cobrar el uso de esas instalaciones, el uso de esos escenarios, etcétera, percevoir les loyers pour l'utilisation, l'échange de l'utilisation de ces locaux et de ces espaces. Pero también debemos sacar una parte, vamos a decir, de recursos por ahí. Avoir une partie de ressources, obtenir une partie de nos ressources, bien sûr, au travers de la coopération internationale. Instrumentos financieros que van garantizando la sostenibilidad económica. Lo importante es que es multiactoral. Y luego, con respecto al emprendedor privado, por ejemplo, en Habana Espacios Creativos, ahí se ayuda. Ella usó una palabra muy interesante, incubadora. Es decir, se ayuda a esos jóvenes emprendedores en un inicio, se busca el nicho de mercado, se les capacita para que ponerlos en capacidad de poder desarrollarse y después que vuelen con alas propias, ¿no? Y ahí queda el espacio para insertar un nuevo joven y así. Bueno, creo que tal vez nos hemos extendido un poco, pero la respuesta de nuestra ponente y nuestra colega han sido bastante abarcadoras, así que le damos paso. Muchas gracias. La parole aux autres. Merci, Katia. Et toutes ceux et celles qui sont à Cuba, merci beaucoup. Nous passons maintenant à un autre sujet. Nous allons continuer à aborder le patrimoine. Nous allons passer la parole à Koldo Tellería Andueza, qui est professeur à l'école d'architecture de l'Université Pays Basque. Il est architecte et il parlera du patrimoine et de la participation citoyenne. Bienvenue, Koldo. Vous avez la parole. Arratsaldeon, eskerrik asko Enkarni, eskerrik asko Carlos, eskerrik asko KCD eta antolatzaile guztiei. Buenos días Cuba, bonjour Senegal,
Bueno, esan plazer handi bat dela gaur hemen zuekin egotea. Eta pixka bat gaurko hitzaldia markatu nahiko nuke egitura honekin, pixka bat arkitekturatik eta hirigintzatik nola egiten duen ondarean gizarteak, edo nola gizarteak ondarean erabaki hartzean eragin dezakeen. Horretarako pixka bat hausnarketa kolektiboa dakarkit, talde lanberretik datorrena, esperientzia luze batetik. Eta hasiera batean, hitzaldian egiteko moduez eta hitz egingo dut, ze bide daramakigun, ze ikerketa gauzatu ditugun, eta ze logika edo ze lan egiteko modu aplikatzen ditugun, gure hirigintza eta arkitektura parte hartzailea egiteko garaian. Ondoren, auzo-sorkuntza edo kokreazio proiektu zehaz bat, seguran kokatzen denaren, kontakitu sakon bat egingo dizuet, gure esperientzian dugun kasu garrantzitsuenetakoa delako, pixkat ondarekin zerikusia daukalako, eta jardunaldi hauetan pixkaten karnik ere gai hontaz sakontza eskatu zidalako, eta hortikan pixkat ondorio batzuk eta konklusio batzuk zein galdera berri batzuk ere bota nahi nituzke. Esan, ibilbide hau kolektiboa dela, iria kolektiboakin hasi zena. Iria kolektiboakin hasi zena nolabait ere arkitektura eta hirigintza bukatzean, arkitekturako karrera bukatzean, ez ginerako gai sentitzen pertsonentzako hiriak edo pertsonentzako espazio kolektiboak antolkadatzeko. Ez genuen ikasketa bukatu ondoren, gaitasun sozialik jaso genuela nabari. Nabari genuen tekniko gisa, arkitekto gisa, formak egiteko, eraikinak egiteko, gai ginela, teknikoki soluzionatzeko artistikoki, baina benetan erabiltza jarekiko lotura hori faltatzen zaigula, eta horra zigenuen iria kolektiboan, Ane, Oiane, Amaia Granik bide bat pixka jendearekin lan egiteko. Iria planteamendua pertsonen eskala egiteko gogoarekin, eta hiritargoaren aniztasuna eta behar horiek bai planeamendu edo bai hiri eta arkitektura elementuetan txertatzeko. Ondoren dunak taldea sortu zen, eta baita ere arkitekturako fakultatean lanean lan honek jarraitu du sakontzen, ez? Beraz, dakartzan hausnarketak trajektoria kolektibo baten hausnarketa dira, eta pixka bat genero gaietatik lanean hasi ondoren jasangarritasun gaiak sartu, parte hartzea oinarri hartu, eta lan motak ere gure garapenean evoluzio bat izan du, ez? Egin dugun lana, hasieran hiri eraikia kritikatzea izan da, edo aztertu hiri eraikia eta horri kritika bat egitea. Ondoren, hiri eraikiaren eraldaketak txikiak proposatzen hasi ginen, eta baita ere kooperazio lanetan hasi ginen. Kooperazio lan hauek ere ikasketa bereziak ekarri dizkigute, kultura ezberdinetan nola intervenitu, nola ulertzen dian gauzak kultura ezberdinetan, eta baita ere nola ulertu kultura ezberdinak eta nahi horiek hirigintzan nola txertatu. Hiri berriak eta planeamendua egitera pasagera ondorenean, eta baita ere hiri berrietan proiektuak egitera. Eta azkenik, azken urteetan, proiektu horiek gauzatu, edo nolabait ere espazio publikoa eraldatzeko gai izan gara. Beraz, trajektoria honetan, hasi ginenetik espazio publikoan benetako transformazio bat egin dugun artean 5 urte pasadia. Honek eraman gaitu pixka bat, dialogoak sortzea edo gizartearekin hirigintza eta beraien espazioa ulertzeko moduak sortzea. Hau adibide batzuk ekarriko dizkizuet, hau da Tolosan egin genuen esperientzia bat, genero ikuspuntutik aztertzeko espazio publikoa nola zegoen, eta esperientzia artistikoa izan zen, nun hiri eskala handiko plano batean, adjektibo ezberdinak jendea pegatu zitzaken lurrean. Esan ez, ze iruditzen zaion toki hori atxegina zan, eroso sentitzen zan edo ez, eta
horrela, plano batzuk sortu genitun, non jendearen esperientzia, jendearen sentsazioek eta jendearen bizipenek informazioa jartzen zuten planoaren gainean. Teknika alboa atera utzi eta nolabait ere jendearen esperientzia, sentsazio, maitasun, gorroto, horiek kokatu. Eta horrik ikusten genuen toki batzutan adostasun asko dagola, alegia adjetibo txarrak gorriz, adjetibo berdea o onak berdez jarrita, plano bat adaptatzen zaigun nun, toki batzutan adostasuna daude. Baina beste zenbait toki batzutan esadostasuna daude. Toki berdinak, jende ezberdinak, esperientzia kontrajarria dauzka. Beraz, espazioa ezberdin ulertzen dugu. Antzeko zerbait gertatu zitzaigun lasarten egin genuen batean, haumen lasarteko espazio publikoan ume jokuak estaltzeko zen ume joku espazio jarri bertzen jakiteko. Lan egin genuen aurrekin eta lan egin genuen aurren zaintzaileekin. Eta galderak egin genizkien aurrei eta beraien zaintzaileei. Eta erantzunetan, ezberdintasuna zeudek, batzuentzat aurrentzat tokirik gehiena jolasten zuten tokia eguralde honek egiten zunean bat zen eta gurasoen urtetan beste bat. Eta are gehiago, euria egiten zuen egunetan. Euria egiten zuen egunetan galdetzen genean aurrei zer egiten zuten eta batez ere esaten ziguten etxean geratzen zirela eta gurasoek berriz esaten ziguten kalerazioa. Beraz, perzibitzen dugu espazioa eta egiten duguna oso modu ezberdinean, segun eta zer bizipen daukagun guk. Beharra da, Pakistaneko adibide hau da esanguratsuena. Pakistanen Feliz Baltistan Fundazioarekin kooperazio lanetan ibili ginen, eta talizen uholdearen ondoren herria berrera ikitzeko lanetan, tailer batzuk egin genitun, herritarrek nola prezibitzen duten beraien herria jakinalizateko. Hau zan, gizonekin egin genuen tailerrean marraztu zuten taliz. Marraztu zuten batez ere ibaia, marraztu zuten ezakit puntero ikusten dan, mezkita bat, beste mezkita, bidea eta etxetxo batzuk. Marrazki hau egiteko pasatu zuten 15 minutu, euskatu zituzten marrazki pila bat eta aserretu zian gaina. Eta bat abesteari poligrafak entzun zian. Emakumekin tailer berdina egin genuen, eta beste marrazki hau egin ziguten herri berdinaren inguruan. Marrazki honetan ibaiak hor jarraitzen du, bideak hor jarraitzen du, baina mezkitarik ez dago. Mezkitarik ez dago, emakumeek ezin dutelako mezkitara joan. Baina daude beste auzo batzuk, daude nekazal lurrak, beraiek lantzen dituztenak, daude eskolak, daude merkatuak, dago espazio berdinarekiko beste bizipen bat, beste egiteko modu bat, ez? Eta honek ere genero ezberdintasun handia nabarmentzen digu espazioaren erabilerarako. Antzeko arinketa bat egin genuen Donostian ikasleekin, eta hemen nahi genuen konparatu nola perzibitzen zen Donostiako aldezarra turisten perzepziotik eta bertako biztanleen perzepziotik. Eta oso ariketa simple egin genuen, galdetuz urdinez erantzuteko bertakoei nun sentitzen zidan ez eroso, eta horiz markatu behar ziguten nun sentitzen zidan eroso. Eta turistek aldiz berdez jarri behar zuten nun sentitzen zidan eroso, eta gorriz ez ziren sentitzen eroso. Nabarmena da, Donostiko aldezarraren zentro guztia bertan bizidan jendearentzako ez erosoa dela, urdinez azaltzen zaiguna, eta erosotasuna auzoaren periferian kokatzen dena. Bertakoak erosoago sentitzen dira auzoaren mugetan, auzoaren erdian baina. Azkenean, guztionekin zer erakutsi nahi nizuen nolabait ere, harremanak dira, Daniel Canovarrek erakusten digun bezala, harremanak eta bai pertsonen artean zein espazioekin dauzkagunak egiten dizkigutenak bizipen horiek, eta sentsazio horiek pertsona bakoitzak, toki bakoitzareko esperientzia ezberdina dauka, orduan. Nundikan erabaki behar dugu, zein dira espazio bat dauzkan beharrak. Nork erabakitzen ditu zein dian behar horiek, denok ezberdin ikusten bali ditugu. Hortarako, egun hauetan, baiatzo eta bai gaur, parte hartze hitza atera da asko. Parte hartzea, baina zer da parte hartzea?
parte hartzea, parte izatea, erabakian parte hartzea, egitean parte hartzea, hor definizio falta handia dago, hitz oso handia da, izan nahi askorekin. Parte hartzearen eskailera daukagu, non definitzen dan izan daiteken parte hartze maila bat, ez parte hartzetik edo parte hartze faltsu batzetik, herritarrei boterea, erabakitzeko boterea eman arte. Mailaketa hau, pixka bat irigintzara ekartzen baldin badugu, eta irigintzaren teorian pixka begiratzen badugu, Montisalok esaten digu, irigintzan, tradizionalki planeamenduan, plangintzaren teoria integral arrazionala erabilidera da. Razionaltasunez egin da irigintza. Irigintza tradizionalak daude irigintza egiten duten arkitektoak edo planeatzaileak, nun beraiek interes publikorako lan egiten dute, analizi pila bat egiten dituzte, zenbaitetan diru gehiago eta denbora gehiago euki, jakintxu teknikoiek azterketa asko egiten dituzte, eta gero planeamendu egiten da. Hau izan da tradizionalki gure hiriak erikitzeko modua, azken urteetan. Hortikan 70. hamarkadan, iritzi kontra jarriak azten dira etortzen, eta planeamendu horren kontra, batez ere auzo elkarteetatik eta horrela, beste hauts batzuk ateratzen dira. Eta hor sortzen da, defentsaren plangintza teoria. Honek egiten du, nola ere instituzioak plangintza bat egiten du, eta instituzioak auzo elkartei edo arkitekto edo teknikoa jartzen diete beste planeamendu bat egiteko, eta bi planeamendu horiek kontra jartzen dira. Hortikan ikusirik ere, ez da bakarrik bi kolektiboen arteko guda bat, baizik eta kolektibo asko daudela, bakarri auzo elkarteak, beste kolektibo asko dauzkagu hirian. Hortikan, planeamendu inkrementalista teoria bat sortzen da, nun talde ezberdin asko, edo iritzi ezberdin askoko teknikariz adostutako taldeak sortzen dira, eta adostasun maila minimo bat, edo Pareto optimun esaten den hori, gutxieneko denominadore bat tetik erabakitzen da. Dena dela, azkeneko teorietan, eta gaur egun, eta gu pixkat iritsi geran ondorioetara ere, da teoria komunikatibo bat behar degula irigintza egiteko. Nun, erabaki behar dugu, kontsentsua bilatu behar degula. Ez dugu minimo bat bilatu behar baizik adostasun bat. Denon arteko adostasun bat, horretarako komunikazioa erabili behar dugu. Noski, askotan plangintza konfliktiboa da, eta konflikto hietan ezin dugu dena batera erabaki, pixkanaka jun behar gara gauzak erabakitzen. Eta plangintza konfliktoen kudeak eta bezala ere ulertu dezakegu. Dena dela, gure lantaldean edo lan egiten dugun moduan, ulertu dugu parte hartzea beti izan behar dela prozesu bat, aurkezten dena herritarrei, esaten dena zertarako parte hartu behar dugunen, parte hartze horrek ze ondorio izango ditun, zenbait denbora eskaini behar dion parte hartzeari. Irigintzaren barruko parte hartzean ulertzen dugu formazio garai bat egon behar dula, bai herritarren aldetik, baina baita ere teknikarien aldetik. Herritarra formatu behar da irigintzaren gaietan, eta teknikaria formatu behar da herritarrak nola bizi duten eta esperientzia dituzten toki horretan. Eta orduan elkarrekin lan egin dezakegu. Orduan lan garai bat sortuko da, eta lan garai horretatik erabaki batzuk hartuko dira. Eta ulertzen dugu ere, lan horren ondorioa ezin dela dokumentu soil bat izan. Nolabait ere, lan horrek eduki behar duela erangin bat espazio publikoan, edo lan egin dugun, edo hitz egin dugun gai horren inguruan. Nolabait ere, ekintza bat ere egon behar du parte hartzean, ezin da izan bileratara mugatzen da gauza bat. Honela pixkat, sarrera honetan, labortuko nuke, batez ere, onartu degula parte hartzea eta irigintza juntatzen baditugu, onartu behar degula komplexutasunaren kudeaketa, onartu behar degula plurimundua, nolabait ere, mundu bakarra daukagula, baina mundu hori ikusteko modu asko daudela. Nola ez, Dona Jarauik ere kontatzen dugun jakintzak kokatutik lan egin behar degula. Eta bakoitzak, segun eta zer egiten duen espazioan, modu ezberdin batean ulertzen dula. Eta ez daukagula denok espazio berdin ulertu beharrik.
Horregatik, eta baita ere, Marina Garcesek esan digula dela gutxi ilustrazio erradikal baten beharra. Hiritarra ezin dugu kontotzat hartu, ezin dugu ez jakin bezala hartu. Hiritarra jakintxoa da egiten dunean, eta gainera jakintasuna zenbait eta gehiago eman jakintxoago izango da. Eta jakintasun horrek aberastuko du, bai hiritarra eta bai inguru. Honela, pixka bat irizten gera, segurara. Seguran ere jaioterria izateaz gain. Segura, gaur kontatuko dizuedan prozesu honen kokapena. Segura, 2056 garren urtean sortutako hiribildu bat da, Gipuzkoa, Nafarroa eta Arabako mugan kokatzen dena. Ikusten dezuen bezala mendizkaren gainean dago, natura hori ibaiaren bailaran, eta inguru oso industrial baten alboan. Nazional bata, Madrid, Paris, lotzen ditu nazional bataren bailara batean kokatzen da. Eta nolabait ere mantendu du, ez dudako infrastruktura handirik pasa bertatik eta ez dalako ere garapen industrial handirik egon, mantendu du bere forma eta bere herriaroko irigintze edo traza hori, ondare bezala oso estimatua da. Eta nolabait ere, 775 urte hauetako gertatu dien gauzetan, azken 5 urteetan gertatu dien gauzak kontatuko dizkizuet, eta nola, eta ze erabaki hartu dien ze aldetatik. Bueno, ez dakit nola nolan denboraz, erdian nago, aurreratuko pixka bat. Besterik gabe esan, segura sortu zenean hiribildu bezala espazio publikorik ez zeukala, eta 1945an errezenean sortu zela lehenenoko espazio publikoa. 1950an erretako espazio horren ondorez ere sortu aldi izan zela herriaren zentruan espazio publiko handi bat frontoi joku bat irotuta. 1906an frontoi joku hori garatu zenez eta ja euskal frontoi, euskal pilota ezagutzen dugun bipaitako frontoi bat egintzela lehen zegoen. Bipaetako frontoi bat egintzela lehengo frontoi osoan bideak indar gehiago hartuz. 1956an kotxe edo leheno espazio osoa zenak espazio estali bat sortu zitzaion, hemen ikusten duzun bezala, plazan Eleizarekin lotura eginez, eta lehen zeukan izaera osotasuna mugatuz bi zonatan. Eta herriak garai horretan horrelako egitura bat izaten jarraitzen zuen. Oraindik kasi, erdiaroan zen bezalako erdiaroko almendra hori, errezen zonan izan ezik jarraitzen zuen bere egoera, irigintza egoera berdinerekin. Uste garrantzitsua dela imaginario hau, oraindik bizirik dagon, segura horren imaginarioan irudikatzea hemen dagon gune estali hau, eta plazak honekin duen harremana eta Elizarekin duen harremana, pixkat bisual hau edo jarraitasun hau. 1985an, eraiki zen aterpe hori bota, eta eraiki zen komun batzuk behar ziren herrian. Eta komun horiek egiteko garaiko arkitekto municipalak erabakizun estalpe hori bota, eta espazioen herrian, puntero ez dakit munduan, espazioen herrian eraikin bat egitea komun publikoa zirenak, eraikin hau. Gainera eraikin hau katalogatua edo aipatua izan zen Esternek egin zuen klasizismo modernoaren liburu batean Estatu Batuetan, eta pixka bat estatu mailako ikono bihurtu zen mugimendu neoklasiko honena. Baina seguran etzen sekula onartu izan, eraikin bezala. Nolabait ere, arkitektonikoki edo ikuspuntu oso arkitektoniko tekniko batetik goraipatuatzen eraikin bat, herrian etzen sekula ondo esertzen. Eta hemen azten da, 5 urteotako historia kontatu nahi dizueten. 2014an, eraikin hori pixkat ondatuta dago, eta udalak diru bat gastatu behar du. Eta diru hori gastatu edo ez gastatu kontsulta
l'immeuble était en mauvais état. Et on a fait une consultation afin de savoir comment il fallait dépenser de l'argent ou pas. On a commencé à engager un processus participatif. Et voilà comment l'espace central a commencé à se transformer pendant une période. Imaginez tout cela dans un village de 1500 personnes. La commune était très importante engagée. Les citoyens, que va-t-on faire? Faut-il le garder ou le démolir? Les citoyens ont pu voter. Ils se sont exprimés et une majorité écrasante de 95% a décidé de démolir cet immeuble. Et on a mené à bien encore d'autres votes pour que les jeunes, même les enfants, puissent s'exprimer. Voilà comment, en 2016, votatzen da, eta beti herriaren démoli. kolektiboan zegoen, hor aurretik zegoen estalpe hori, ez? Euskal Herrian eta seguran batez ere euri asko egiten du, eta gaina orain azken aldian toki guztietan plaza estalek egiten ari gara. Eta seguran ere kolektiboan, imaginarian, zegoen hori bota eta plaza estalia handi bat eraikitzen. Baina hau da geratu zena 2016an. Hau ikusita, udalak erabakizun, hausnarketa prozesu bat, azte herritarrekin, prozesu horretan erabakitzea zein ziren beharrak, herriko zentru horrek asetu behar zituen beharrak, eta behar horiek bilera ezberdinetan, kolektibo ezberdinetan, jaso egin ziren. Jaso ziren behar asko, behar pila bat. Txostenak eman zituen beharrak edo horre egin zituen gauzak osoan izazian. Eta den 2016an behar horiek jasota, eta horrelako ondare dun espazio baten aurrean, galdera hori zen, nola emango diogu orain dauzkagun behar guzti hauei, nola emango diogu forma arkitektoniko bat. Galdera honi erantzuteko batzorde bat sortu zen, herri batzorde bat, herriko arkitektoak eta herriko zenbait pertsonek sortuta, eta udalak batzorde hori eman zion boterea hor gertatuko zenaren erabaki hartzeko. Eta batzorde honetan, tratatu zen, parte hartzea eginda, hemen saiatu nahi zirudikatzen berdez herritarren parte hartzea, beharrak identifikatu dira, eta grisez izango litzake nolabait ere teknikariek edo arkitektok egin behar duten lana. Beharra badak pizkigu, baina dakigu forma. Forma egiteko zeingo dugu arkitektura lehiaketa bat, eta listadu guztiak emango dugu, eta arkitekto batzuk lehiaketa bidez marraztuko digute bilabetean behar duen espazio honek, eta orduan berriro herritarrei bozkatzeko aukera emango diegu eta aukeratzeko. Edo atera zen auzo sorkuntza tailer bat edo workshop bat egitea. Workshop bat egitea planteatuz arkitektoak, ikasleak, herritarrak nahaztu eta hor denen azten erabakitzeko workshop bat. Eta bueno, workshop horrek workshoparen aldeko apustu egin zen. Eta workshop hau izan zen orokorrean workshopak egiten dira teknikon arteko bilera bezala. Workshop hau izan zen astebeteko lana, nun goizetan planteatzen zen barne lan bat egitea, eta arratsaldean planteatzen zen lan hori, teknik hori herritarrekin nahaztuta egitea. Ondoren, hitzaldi batzuk irikiak izatea herritarrekin eta workshopean zegoen jendearekin, mahai inguru bat, eta azkenik pentsatzen zen ere afari popularrak egitea herriko soziedade ezberdinetan, pixka bat nahasketa hori bilatzeko. Herritarra, teknikaria eta aditua foro ezberdinetan kokatzeko. Hauek izan ziren etorri ziren partaideak, asko ikasleak, gure eskolako ikasleak, baina baita ere arte derretakoak, baita ere antropologiakoak, zein geografiakoak, edo ingenierizakoak, eta hauek izan ziren, etorri ziren adituak, ez? Behar badar orain, jarriko dizuet, asmatzen bali madet, bideotxo bat, laburtzen duna workshopa izan zen. Je voudrais regarder une petite vidéo qui va résumer le contenu des workshops, des ateliers. Euskadi Irratian, Faktoria, Manu Etxezorte. Hilabeteak dara segurako herritarrek belarri parte hartze prozesu interesgarri bat. Herriko plazera berritzeko asmotik sortu zen prozesua.
bazan hemen eraikin bat, 82. urtean eraiki zen, baino inoiz etzan herrin guztiz txertatu izan, eta beti jende hautan zeon. Aurreko legealdi nahi izan genion horri zifra bajarri. Tartarako parte hartze prozesu bat ingen duen, eta galdeketa batekin duko zen, galdera hori zen, ea zen nahi genuen eraikin horrekin. Bota edo txukun du, eta emaitza botatzea izan zen. Merda parte hartzeetan 6 urtetik gorako jendek parte hartu zola, eremu honek 6 urtetik gorako, inkluso txikigoi ere erantzun behar ziela, eta nahi genduen beraiek parte hartze aktiboa izatea prozesu guztien. Herriko denek ikusten genuen, hor behar genuela estalpe bat, erekin erretzen. Hori botatakoan, utxoak eratu ez, eta utxtasun hori asko izan. Hiri bat diseinatu behar izan denean beti teknikariek eta adituek diseinatu dute. Hemen aldaketa bat dago, hemen herritarrari ikusten zaio, ere iritzia ematen eta parte hartzen. Osalto bat. Beharrezko salto bat gainea. Taller edo workshopa irekia izan da, segurako udalak eta tunak taldeak antolatuta, disiplina askotariko profesionalak eta gazte graduatu berriak gonbidatuak zuten parte hartzera, segurako herritarrekin batera. Horregaikin bat, edo jarri horretik, herritarrai pixka batezi eta hausnartuarazi, historikoki, espazio buruan, jende gehienak zegoen workshopen alden, igual formato berria zelako, innovatzailea eta aukera gehiago ematen zuten herria parte hartzeko eta aktibogo. À la participation et pour s'engager d'une manière très active. Naiz eta parte hartze prozesua hasieratik plazaren inguruan izan, herritarrek eman dituzten iritziak ez dira plazara mugatu. Hemos podido tomar parte en conferencias, trabajando todos juntos con los participantes del workshop, de muy tú a tú, muy cercanos, pudiendo expresar cada uno sus ideas y la recogida ha sido muy buena. Hemen nagusiagoak parte hartu du tailerrean, gazteak behar da gero herria zarietan eta beste modu batean harremandu dira tailerreko jendearekin. Taldetxo txikitan bildu gara, gure kasuan 3 lagun ginen, eta saiatu gara disiplina ezberdinetako jende elkarrekin ez jartzen. 6 lanillo jorratu dira. Guain erabaki behar dugu, ere muntan zer egin behar da. Eta zer egin hori erabakitzen den orduan bukatuko da bigarren pasea. Eta gero 3. pasea hasiko litzake gauzatzen. On entamera la 3e étape, l'étape d'exécution, de mise en œuvre. La vidéo est beaucoup plus longue, mais je crois que vous avez pu voir le processus. Et comme nous n'avons pas beaucoup de temps, voyons si je peux récupérer la présentation. Barkatu, Bueno, bukatuko da pizkat esanez, prozesu honen ondorioz, ez zela espazio... Bai, horrela. Ikusten da? Bai. Bueno, hauek pasako ditut azkar, interesatzen zaidalako ondorioa zabalagoak izan zirela espazioa bera baino, ideia asko torri zirela, ideiak ere espazio horretatik gaindik herri guztirako eta gauza asko ikusiz, eta hau interesatzen zaite asko. Prozesua bukatu zenean herritar bati entzunion esaldi hau, ez? Aste honetan 5 aldiz iritziz aldatu dut. Aste batean 5 aldiz iritziz aldatzea herritar batek bere herriko plazaren inguruan oso aberasgarria da. Garapen bat suposatzen du, hausnarketa bat eta gaina kolektiboan. Azkenean definizioa garatzeko erabaki zen plaza estale hori etzela oraindik ez ginela gai erabakitzeko, ez da behar genuen ere, espazio huts hori gustatzen zitzaigun, eta erabaki zena izan zen 2 fasetan eraikuntza egitea. Lehenengoko fasea, oinarrizko fase batean
behar izan ziren gauza guztiak espazio publiko hori egokitu, oinarrizko gauzak, eta bigarren fase baterako bizi espazio hori egokituta, eta bigarren fase batean pentsatu ja estalki bat handituko zena, txikituko zena, baina baita ere irikita utzi estalki hori ez egitea. Lehenengo gitea obra oinarrizko azalerazkoa, eta obra hori egiteko modua ere adostu zen, ahalik eta zegoen harri gehiena mantentzea. Zegoen obra egitean, saiatzea, zegoen ondarea, azpian zegoen ondarea hori ateratzen eta hobeto ulertzen gure herria. Saiatu ginen ere, eta atzo Mikelek esaten zuen bezala, harri horiek ez herritikan eramaten. Ulertu genuen herrian egon diren harriak beti berrera bili dirala. Beraz, hortu den Petri eta banku horiek desmontatu eta bestera batera montatu, tokiz mugitu. Ahalik eta kanpoko harri gutxien ekarri, ulertu ere natura dagola espazioaren azpian, eta natura hori berriro ere kanpora atera. Eta oinarrizko printzipio batzuk, ez kanpoko materialik ekartzea, ahalik eta gertuko honetik, gaur Senegaletik esan diguten bezala tokiko jendearekin lan egitea, eta tokiko materialekin. Eta obrak izan ziren, obrak txikizio handia izan ziren, eta ez dauka demorarik nahi sartuko. Eta horren amaiera kontatuko dizuet. Azkenean, erabilera Elizarekin lote izan zen, espazioa lehen itxita zegoen plaza hori Elizara ireki zen, nolabait ere ondare hori pixkat eraldatuz, espazioaren fluidutasun bat bilatu zen, baina espazio bakoitza beren hortasuna mantenduz. Hausnartu zen ere, pertsona zaharrek zeuzkatela espazioaren erdian egotuko kanpontzo dela beti, eta bankuak eta zerritenen erdian, eta hori izan zen pixka bat horraren bukara. Galderatako utziko dut igual, ze... Bai, denboraz eskaz gabiltza, baina bai galderak egiteko aukera izanen dugu, mila esker Koldo. Partartzea honetako bat nola gauzatu daiteken, modu bat bintzat nola gauzatu daiteken argitzeagatik, askotan parte hartzea aipatzen baitugu, baina zer dan hori ez zaigu askotan ere argi gelditzen, ez? Edo mila era daude parte hartzeko. Beraz, Senegaldi galderari jote dagoen hitza eman nahi dizuet. Bonjour, je suis Michel Soumaré, directeur général de l'Agence de développement communal de Saint-Louis. En fait, c'est juste d'abord remercier Katia pour sa communication fort intéressante et souligner que moi-même, je suis donc un partisan de la participation citoyenne. Et je pense que l'ingénierie sociale urbaine est très nécessaire dans la mise en œuvre de projets d'aménagement urbain et même en ce qui concerne la gestion du patrimoine, qui est quand même une forte préoccupation dans les 3 villes qui sont présentes à ce forum. Pour une réussite, je crois, de tout projet d'aménagement, y compris celui relatif à la gestion de l'environnement, du patrimoine, il faut toujours chercher un large consensus de l'ensemble des parties prenantes. Car assez souvent, nous avons des parties prenantes qui ont des intérêts divers et quelquefois même divergents. Je parle des décideurs, il y a les techniciens, il y a également les citoyens. Et c'est la raison pour laquelle il est souvent nécessaire de se réunir autour de plateformes d'échange, de partage, autour de dispositifs de dialogue, de concertation pour ne serait-ce que être d'accord sur un minimum ou bien avoir un consensus. C'est pourquoi j'ai été très content d'avoir entendu à plusieurs reprises le mot consensus. Et je pense que
c'est ça qui pourrait peut-être nous permettre, dans la réalisation des différents projets d'aménagement urbain, donc de faire en sorte que les populations puissent adhérer donc, au projet. Et c'est en ce moment-là qu'on parle d'appropriation. Et quand il y a appropriation, après, il y aura forcément donc, la pérennisation du projet. Et c'est ce qui, de mon point de vue, manque assez souvent. Et c'est ça qui explique que pour l'entretien et la maintenance donc, de certains ouvrages, il y a donc un certain nombre de problèmes parce que cela n'ayant pas été approprié donc, par les différentes parties prenantes. Donc, c'était juste une contribution et je pense que nous y sommes actuellement, mais c'est encore très timide et je pense que pour de grands projets que nous avons qui concernent la requalification d'espaces publics, donc il ne serait pas mal qu'il y ait donc un consensus de l'ensemble des acteurs, une prise en compte du point de vue des citoyens pour que nous ayons donc des espaces publics qui seront appropriés par l'ensemble des populations. Je vous remercie. Sí, tenemos una pregunta desde acá. A ver, obviamente estamos a favor de todos estos procesos participativos y como decía el colega de Senegal, en la medida en que más participación hay un sentido de apropiación de los resultados y por lo tanto su mantenimiento y su uso y su funcionalidad se incrementa. Lo que queríamos preguntar es si se había incorporado en este proceso que describió el profesor de participación los criterios del urbanismo táctico. Es decir, estos elementos que se incorporan con un carácter de temporalidad y que permiten poner a prueba efectivamente sin mucho gasto si una solución es más factible que otra o hacer comparaciones, etc. Entonces se había usado los temas del urbanismo, las técnicas del urbanismo táctico. Eso es todo, no hay más preguntas desde acá. Hemen salan bakarren bat, galderarik egin nahi duenik. Dans le public, y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions dans la salle? Zoom bidez, Gorka, bada norbait? Y a-t-il des questions sur Zoom? Bai, berriz ere Helga Marabe daukagu, beraz hitza emango diogu. Helga Marabe a encore une autre question. Hola, nuevamente, gracias. Yo trabajo en una fundación en Venezuela, 100% San Agustín, que está en un barrio popular en Caracas. Y ahora justo tenemos ya varios años, estamos trabajando el tema urbanístico del barrio. Y me encantaría, no era una pregunta, quería solicitar tener acceso a la información que acaba de compartir el compañero al video para compartirlo con mis compañeros en la fundación. Gracias. Que Koldo vient de montrer afin de l'utiliser dans notre fondation. Pourrait-on avoir accès à cette vidéo? Gorka, dites-nous, y a-t-il d'autres questions sur Zoom? Non? Très bien, allez-y, Koldo. Bueno, pixka bat, Abduk, Senegaletik egin dituzten ikuspuntuekin, nik uste saiakera ez dura izan behar hitza ematea herritarrei, baizik eta herritarrekin elkarrizketa batzuk osatzea, ez? Eta parte hartzea ezin dula izan puntualki herritarrak etorri eta bere iritzia eman eta joan, ez? Pixkat, sortu behar direna da tokiak, teknikariak, politikariak eta akademiak ere uste papel oso handia daukala. Akademiak eman ditzakela bide asko, errazak, berritzaileak eta
eta interes ekonomiko edo beste zenbait interesik gabe, herritarrekin eta teknikarien artean zubiak sortzeko, eta erabaki amankomunak hartzeko. Eta bestalde, kugatik galdetzen zidatenez, urbanismo taktikoarekin, urbanismo taktikoa baino gehiago, seguran egin duguna izan da, proiektu taktiko bat. Azkenean, erabaki dena da, alik eta diru gutxiena gastatu, egia da ere espazioa ja deterioratuta zegoela eta behartzun aldaketa bat eta inbertsio bat denbora luzetako behartzun. Eta egin da proiektu taktiko bat, minimoetako proiektu bat, sentitzen jarraitzeko espazio hori. Gero egin dira urbanismo taktiko aldetik ekintzak, ez? Adibidez, berreskuratu da pelotan jolastea eta antolatu zen workshopean bertan tailer bat 1.000 pelotan jokatzen zen moduan espazio hori berriro pelotan jolasteko. Horrek ekarri du ero oraingo espazioan pelotan jokastu alizatea. Eta urbanismo taktikoarekin hemendik aurrera egin nahi dira gauzak, batez ere gaina ikasleak ere implikatuz, ez, lan horietan. Baina proiektua bera izan da, taktikoa. Eta noski bideoa nahi dunak eskuragarri dago. Oui, effectivement. Aucun souci, vous pourrez obtenir la vidéo ou sinon on pourra la télécharger sur le site web. Koldoren mailera idatzi diezaioke zuen bitartez parte hartu duenak, edo bere kontaktua utzi, berari bialtzeko, bale, Gorka? Eskerrik asko. Bueno, ja, arratsaldeari bukaera emateko eta denboraz nahiko eskas, baina nik uste ondo bukatuko dugula, arratsaldea. Azken hitzaldiari berriz ere Senegalera itzuliko gara. Azken hitzaldiaren hizlaria Fatima Fall, CRDS Senegaleko ikerketa eta dokumentazio San Luis, Senegal, eta Gaston Berger Unibertsitateari atxikitako zentroa da. Kultura Ministerioko aditua ondare inmaterialean. Fatimaren hitzaldia Senegaleko ikerketa eta dokumentazio zentroaren aurkezpena eta kultura eta natura ondarearen interpretazio zentroaren instalazioa. Ongi etorri Fatima, nahi duzunean, zurea da hitza. Allez-y Fatima, quand vous voulez. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour remercier l'association Hafatai, les villes de Bilbao et de Cuba et toutes les personnes qui ont contribué donc à la réussite de cette activité. Effectivement, le Centre de recherche et de documentation du Sénégal est installé à Saint-Louis, à la pointe sud de l'île. Et sur ces images hier, Madame le maire disait que Saint-Louis est une ville d'eau parce qu'entourée par le fleuve de part et d'autre, et après donc la langue de Barbarie, on a l'océan Atlantique. Et donc, pour parler, donc ici, à la pointe, donc au nord du Sénégal, et vous voyez l'encadrement en rouge, d'où la situation du CRDS. Ici, en photo beaucoup plus visible, et voilà le bâtiment du CRDS. C'est une des entités filiales donc, du centre IFAN quand un arrêté créa sur les territoires de l'AOF, donc des centres IFAN, et ce centre a été créé en 1943. Et donc, pour l'histoire de cette institution, ça abritait le centre IFAN Sénégal-Mauritanie. Et c'est seulement en 1962, quand la Mauritanie s'est retirée, que c'est devenu Centre de recherche et de documentation du Sénégal. Au niveau du cadre institutionnel, le centre est rattaché à l'Université Gaston Berger en 2007. En 2011, il a changé de dénomination
parce que c'est un centre de recherche et de documentation du Sénégal, centre Yoro Diaw Boli Mbodj. Yoro Diaw Boli Mbodj, c'est un des premiers panafricains donc, du Wallo qui a eu à écrire sur donc, l'Afrique et particulièrement sur le Wallo. Et donc, en 2017, par contre, le centre est devenu institut de l'Université Gaston Berger, à l'intérieur duquel donc, on trouve ces espaces, un espace de coworking pour la formation des jeunes, des femmes, des étudiants, en tout cas pour les associations de façon globale et qui permet à chacun de rêver et de pouvoir mettre donc, son rêve sur papier. Au niveau de l'institution, nous avons, hormis bien sûr l'espace de coworking, nous avons une grande bibliothèque qui est une des plus anciennes entités des bibliothèques francophones de l'Afrique et qui a été mise sur pied à l'intérieur même du fort de la gouvernance en 1838. Et donc, les documents sur lesquels on s'est référé pour pouvoir faire l'historique de la bibliothèque remonterait à 1837 d'ailleurs. Et donc, nous avons ces espaces avant la réhabilitation, donc des images de 2008. Toujours du côté de la bibliothèque, le fond ancien, en tout cas quelques parties de la réserve avant la réhabilitation, avec les archives du tribunal colonial, du tribunal musulman que nous détenons encore. Nous avons ici quelques échantillons des documents anciens, dont le plus ancien date de 1546, qui est écrit en latin et qui relate donc des mœurs des philosophes du XVIe siècle. À côté de cela, nous avons le Dapper et puis d'autres documents. Ici, c'est quelques illustrations, donc des images, des gravures anciennes issues de ces documents anciens. On a à gauche, par exemple, un des premiers interprètes, Guyel Mokdatsek, en français, en wolof, en arabe, en pulaar aussi. L'intérieur d'une cour de Signa sur l'image en haut, à droite. Les derniers travaux du pont Faidherbe en 1897, en bas à gauche, à droite plutôt, et à gauche, après donc une soirée après les élections au niveau de l'Assemblée territoriale qui a abrité la première Assemblée nationale de l'Afrique de l'Ouest. Toujours à l'intérieur de la bibliothèque, donc la bibliothèque, une fois que ça a été réhabilité et équipé, des images. Donc, le passage d'un des anciens directeurs à gauche, M. Aïdara, qui a été donc un des directeurs du centre. À l'image suivante, l'intérieur étant trop petit, et ce qui nous permet de pouvoir utiliser l'esplanade du centre et bien sûr la chaussée même pour des activités de grande envergure, surtout avec le monde scolaire. Ces images étaient le mercredi dernier autour d'une conférence qui regroupait les élèves de 3e des différents lycées et collèges de Saint-Louis. Et surtout, par rapport à la pandémie, on a essayé tant bien que mal de pouvoir respecter donc les questions de distanciation sociale. On a ici, pour en arriver au musée, qui était aussi un des premiers musées, parce qu'ayant été à l'intérieur du fort avant son transfert un peu partout et que la construction du bâtiment du CRDS puisse abriter et la bibliothèque et le musée. Ici, c'est lorsque l'équipe du musée était en train de faire la documentation des collections avec un soutien de l'UNESCO Breda à Dakar. Et donc, bien sûr, procéder au dépoussiérage, au nettoyage, au pesage, à la photographie de tous les objets qui sont à notre disposition. Là, on a encore quelques images avec un fanal, un ancien fanal. Le fanal, c'est une structure très légère, bien décorée avec du papier, de la dentelle,
mais qui peut représenter un bâtiment, qui peut représenter une pirogue, le pont Faidherbe, en tout cas une structure qui est vraiment parlant de la ville de Saint-Louis ou d'ailleurs. Et c'était sorti les veilles de fêtes de fin d'année telles que Noël, la Saint-Sylvestre, et c'est une activité qui continue encore à voir le jour, toujours en décembre à Saint-Louis. Vous y êtes bien invités prochainement. Nous avons toujours au niveau du musée, l'intérieur donc de la réserve du musée, l'ancienne réserve du musée avec les deux images au-dessus, les deux images, trois images en bas. Voilà, c'est toujours le renouvellement des équipements avec bien sûr la réhabilitation du centre qui nous ont permis avec la coopération espagnole et l'ONG Mont3, l'Université de Barcelone, de pouvoir acquérir un compactus à l'intérieur duquel les objets vont être mieux conservés. Au niveau du climat, au niveau de la sécurité vol et autres. Et donc, ici, on a quelques images à l'intérieur même du compactus. Là, donc ici, on a quelques images. Tout à l'heure, comme le disait le professeur Sow, le travail du bois, le tissage, la teinture, donc toutes ces questions, on les verra aussi tout à l'heure sur la seconde présentation. La photothèque, qui est une des entités aussi du CRDS, dispose de 50 707 documents, c'est-à-dire des négatifs, des positifs de différents formats, des diapositives, des clés, des CD, des plans, des cartes. Et tous ces éléments sont conservés à l'intérieur de la photothèque. Pour vous dire d'ailleurs, à partir de ces plans et cartes, nous arrivons à aider la justice à régler des différends au niveau de certains villages de Saint-Louis, des environs, parce que c'est des cartes qui vont jusqu'au Mali et en Mauritanie, parce que nous les avons à disposition pendant cette période coloniale. Et donc, les équipements aussi que nous utilisons pour l'entretien de la réserve, de la photothèque, les armoires ici, et bien sûr, tout ce qui est équipement de contrôle du climat qui nous permettent de mesurer la température et l'humidité dans les salles concernées. Les visiteurs du centre aussi, ça varie entre 9 000 et 10 000 visiteurs par an, mais vu la pandémie, comme toute institution qui était à visiter, nous avons souffert de cela, mais depuis quelques 6 mois, nous avons repris parce que très sollicités par le monde scolaire. Et donc ici, quelques éléments avec le milieu scolaire, donc des activités menées par le musée, soit les visites guidées, soit des activités, des travaux de création autour de la sensibilisation du patrimoine, parce que le CRDS travaille en parfaite collaboration avec la mairie, avec les collectivités locales de façon générale. Et ici, nous avons quelques images qui datent de 2003, quand Saint-Louis venait d'être inscrite sur la liste en 2000, et nous avons conçu ce programme dans le cadre de la contribution du CRDS à la sensibilisation du patrimoine. Là aussi, nous avons des activités liées surtout à la Journée internationale des musées, où nous recevons énormément de monde en une semaine. Quelquefois, on est obligé même de programmer sur plusieurs semaines pour permettre donc aux établissements de pouvoir venir visiter le centre et surtout les expositions liées à cela par rapport au thème. La collaboration, nous le faisons aussi avec... ici, c'est les espaces dédiés aux enseignements au 2e étage où se trouvent 2 labos et puis l'American Corner que nous allons bientôt inaugurer. Et là, nous recevons aussi avec des associations, comme je le disais tantôt, l'association d'art autour de la mode, autour de la création du design, dans le cadre de sauvegarder les savoir-faire, mais en même temps permettre au monde, aux artisans sénégalais
de pouvoir travailler en collaboration avec d'autres créateurs qui étaient venus d'un peu partout, d'Espagne, de l'Inde, de la France, de la Belgique, etc. Le CRDS contribue aussi souvent à la sauvegarde du patrimoine. Ici, on a contribué au sauvetage plutôt des archives des impôts et domaines après que les services soient transférés à SOR. Nous avons pu aider dans la reprise et la récupération de ces archives qui sont très bien rangées par la suite et qui permettent donc aux services concernés de pouvoir déblayer le terrain. En conclusion, le CRD se veut un service de conservation, de sauvegarde, de formation, d'animation, de valorisation et de communication de proximité avec son environnement et ses usagers. Il devient impératif de renforcer la coopération et le partenariat pour la recherche qui en profiterait pleinement. Nous voulons et souhaitons en faire un espace pour toute institution du genre, qu'il soit attrayant, dynamique, vivant, éducatif et surtout communicatif avec son environnement. Je vous remercie pour cette présentation, mais je vais enchaîner tout de suite avec la seconde présentation en lien avec le patrimoine immatériel. Mais je serai très, très brève, surtout liée aux traditions et surtout au patrimoine culinaire, à l'art culinaire. Et donc, pour ne pas revenir sur ce que le professeur Abdou Sow disait, donc ici, le patrimoine immatériel est défini, c'est bon, est défini comme étant les pratiques, les représentations, les expressions, ainsi que les connaissances et savoir-faire que les communautés, les groupes et le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. L'UNESCO l'appelle parfois patrimoine même vivant. Ceci engloberait les traditions, les expressions orales, y compris la langue en tant que moyen de communication, pour le patrimoine culturel immatériel et les savoir-faire, les arts du spectacle, les pratiques sociales, rituels et événements, les connaissances pratiques concernant la nature, les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel, etc. Et ici, donc, nous avons le fanal, encore une fois, mais en bas du fanal, nous avons le folion, que nous appelons simb, et qui est une tradition qui nous est venue du nord, donc de Dagana, et qui s'est installée au niveau de Saint-Louis. Et de ces activités, d'ailleurs, est né le festival du simb. À partir du mois de juin, mai-juin, on voit un peu partout dans Saint-Louis et même au-delà de Saint-Louis, le folion ou des activités qui sont organisées autour du folion. Le takusanda, qui est une activité vraiment qui fait participer toute la communauté, comme le disait Abdoul, les associations des différentes communautés de Saint-Louis. Ici, nous avons les Alpulaar, les Maures, les Soninké, les Diola, les Bambara, tout cela pour montrer comment Saint-Louis a été une ville de diversité culturelle et elle l'est toujours restée. Et nous arrivons avec nos étudiants de la section métiers du patrimoine, avec les différentes associations de ces communautés que je venais de citer, à organiser le Takusandar, qui est une activité qui se déroule dans les rues de Saint-Louis. Non seulement c'était quelque chose qui se faisait pendant la période coloniale, mais qui a évolué par rapport à ce que nous voulons en faire actuellement. Et donc, c'est ça qui nous permet, au bout du compte, de mettre en adéquation l'art, comme le disait tout à l'heure, je disais à Abdoul que l'art et l'artisanat se complètent, et ici, la création vient renforcer donc l'artisanat qui se fait au niveau de Saint-Louis et de toute la région. Parce qu'on circule dans les rues de Saint-Louis après un circuit bien défini, arrêté avec les autorités administratives et territoriales de Saint-Louis. Et au bout du compte,
les stylistes montrent leur création. Et si vous voyez le podium en rouge sur l'image en bas à droite, c'est pour montrer leur création et permettre à tout ce beau monde de pouvoir en profiter. Le Yela, qui est aussi une autre activité culturelle qui est vécue au niveau non seulement du Sénégal, mais au niveau de la Mauritanie, voire même du Mali, qui est donc un patrimoine qui se passe souvent sur l'eau et aux alentours, aux abords donc, du fleuve. C'est les Tchoubalo, voilà, les pêcheurs alcoolars qui le font et qui font des incantations qui leur permettent de sortir soit un poisson qui est rare de voir ou bien un animal sauvage d'ailleurs, hein, du fleuve, et qu'ils montrent à partir donc, de là où ils sont, soit dans des pirogues ou bien aux abords donc, du fleuve. Tout comme le Pécan aussi, qui se passe toujours aux abords du fleuve et surtout fait par les pêcheurs donc Tchoubalo, et actuellement plus dans l'animation que dans l'animation culturelle et artistique que de son contexte original. Les savoir-faire, je ne vais pas trop m'appesantir parce que le professeur Sow en a parlé, mais je parlerai par exemple du Tchéboudian, qui est notre plat national et qui est rentré sur la liste, donc il est inscrit sur la liste indicative du Sénégal pour son inscription sur la liste du patrimoine mondial, du patrimoine immatériel mondial. Et donc, le Tchéboudian, c'est un plat qui, je peux dire, qui est international, parce que quand on prend le poisson, ça peut venir du Sénégal, mais à l'origine, c'était les Hollandais, en fait, qui l'ont amené au Sénégal. Ensuite, les légumes et autres sont venus soit des États-Unis, de l'Asie, de l'Europe. Et vous voyez que finalement, c'est presque les 5 continents qui se retrouvent autour du Tchéboudian. Donc là, tout ce qui est savoir-faire, la bijouterie, la teinture, le tissage des nattes, etc. Le professeur Sow est revenu là-dessus, donc je ne vais pas m'appesantir sur ça. La vêture, Saint-Louis était et l'est toujours centre d'élégance et de bon goût parce que tout se préparait, tout se faisait à Saint-Louis. Et donc, la bijouterie, c'était des bijoutiers en plus juifs qui sont venus du Maroc, qui ont formé les bijoutiers sénégalais et saint-louisiens en particulier au travail de la filigrane. Et c'est ces savoir-faire qui continuent encore de vivre. En tout cas, nous essayons, tant bien que mal, de pouvoir supporter, soutenir, sauvegarder ces éléments du patrimoine pour que la transmission puisse rester. Et donc, si vous voyez sur ces images, ces bonnes dames, ces enfants qui sont bien habillés et bien équipés en matière d'accessoires. Les contes et mythes, nous en avons. Nous avons le baobab mythique appelé Gouy Sédélé, où les circoncis allaient se rendre à la fin donc, de leur séjour en famille. Et donc, après le baobab, nous avons en conclusion, peut-être enfin, la richesse de cet héritage crée une valeur ajoutée, mais les questions qu'il faudrait bien se poser sont les suivantes. À qui profitent réellement les retombées sur le patrimoine? La ruée vers le développement du tourisme ne constituerait pas un risque de dégradation aussi du patrimoine? Quelle stratégie mettre en place pour que la transmission se fasse sans rupture? Le patrimoine immatériel est dynamique. La crise sanitaire COVID-19 a stoppé en plein fouet
les programmes et événements culturels depuis plus d'une année. Comment reprendre ces dernières après la situation vécue? Où trouver les ressources nécessaires pour continuer les projets déjà entamés? Voilà des questionnements que je lance dans le débat et auxquels il nous faudra apporter des éléments de réponse, bien sûr, en y associant toutes les parties prenantes pour pouvoir réfléchir. Et je pense que l'occasion nous est donnée ici, sur ces plateaux, pour pouvoir échanger. Je vous remercie de votre aimable attention. Mila esker, Fatima. Azkeneko 15 minutu ditugu galdera egin alizateko. Lehendabizi Kubari emango diogu hitza, galderarik egin nahi ote duen. Passer la parole à Cuba, si souhaite poser des questions. Bueno, primero agradecer la presentación, me ha parecido muy interesante. Bon, la présentation m'a paru très intéressante. Et nous hacerle una pregunta de parte de todo el colectivo acá. Quisiéramos saber de qué manera incluyen ustedes en su propuesta de trabajo comunitario a los grupos vulnerables. Esa es nuestra pregunta. Muchas gracias. Les groupes les plus vulnérables et défavorisés. Eskerrik asko, Kuba. Merci, merci. Salam norbait, galderarik. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Hola, buenas tardes de nuevo y muchísimas gracias por esa exposición tan interesante que nos ha enseñado tantas cosas, ¿no? Tanto del patrimonio inmaterial y material. Me fascina todo y tendría muchas preguntas, el tiempo es corto, entonces solo voy a ir a algo que ha planteado en las conclusiones, que ha dicho que el patrimonio cultural y material es dinámico y que ahora estamos en un periodo que está parado, ¿no? Y cómo retomar. Aquí estamos planteando, pensando qué cosas se están inventando o repensando durante este tiempo cuando no se puede hacer estas fiestas, a ver si se está planteando no solamente cómo retomar, pero si se podría aprovechar este tiempo para plantear nuevas preguntas, si hay algún aspecto conflictivo y si hay alguna reflexión en este sentido. Muchas gracias. Bye. Gracias. Oui, une autre question, allez-y. Hola. Mi pregunta justo iba en relación a esa situación del patrimonio material, como constantemente está cambiando, modificándose en todos sus aspectos. Si había algún programa de conservación, de preservación a futuro, como a nivel de, no sé, de comunicación, de grabar, de videos, de tomar, muchas veces se graban como la música, ¿no? Los sonidos, si existe algún tipo de programa de conservación en ese sentido. Qui irait dans cette ligne. Gorka, y a-t-il des questions sur Zoom? Sur la plateforme? Non. Pour l'instant, nous n'avons pas de questions sur Zoom. Fatima. Merci beaucoup. Donc, je commence par la dernière question. Donc, y a-t-il des moyens de conserver donc, le patrimoine immatériel? Effectivement, depuis moins de 10 ans, nous avons commencé à enregistrer surtout des personnes ressources, des personnes d'un certain âge, et pas plus tard que en 2019, jusqu'en début 2020, moi, personnellement, j'ai contribué à l'inventaire du patrimoine immatériel au plan national. Et donc, j'ai pu superviser les travaux qui se faisaient au niveau de Saint-Louis, de Matam, donc une autre région au nord du Sénégal, et bien sûr, participer au montage du dossier sur Saint-Louis. Et pour cela, nous avons
rempli des fiches, mais en même temps, nous avons enregistré parce que l'activité, il fallait la vivre pour pouvoir noter les éléments qui manquaient et pour bien sûr pouvoir conserver ce qu'on avait comme éléments issus donc de ces activités d'inventaire. Donc, au niveau du CRDS, nous avons depuis un certain temps des éléments relatifs à certains domaines, par exemple, tout ce qui concerne les tirailleurs sénégalais, parce qu'on parle des tirailleurs sénégalais sans pour autant bien connaître l'histoire des tirailleurs, qui n'étaient pas, d'ailleurs pas pour la plupart du temps que des Sénégalais, c'était des Soudanais, des Ivoiriens, des Burkinabés, etc. Et donc, tous ces éléments sont conservés au niveau du CRDS. Et même par rapport à l'inventaire au plan national du patrimoine, des éléments sont mis à la disposition au niveau de la direction du patrimoine parce que c'était avec un soutien de l'UNESCO, mais c'est surtout sur la demande de l'État du Sénégal. Et j'ai été expert référent par rapport à ce travail. Comment récupérer le patrimoine par rapport au COVID-19? Mais le numérique est là. Je me rappelle, par exemple, pour décembre 2020, il n'y a pas eu de FANAL, mais on a monté un dossier autour du FANAL et ce dossier était un dossier numérique. On a interviewé des gens qui travaillaient autour du FANAL et un film a été monté et je n'ai pas les références tout de suite sur moi, mais je vais les chercher et les partager parce que c'est sur YouTube. Donc, le numérique nous sert de support pour pouvoir vraiment montrer, que ce soit dans les musées, que ce soit le patrimoine matériel, immatériel ou naturel. Et donc, avec le montage d'ailleurs du nouveau centre d'interprétation sur le patrimoine culturel et naturel qui verra le jour bientôt au mois de juillet, en tout cas c'est ce que nous pensons pouvoir inaugurer. Ces éléments du patrimoine culturel et naturel, nous utiliserons beaucoup le numérique pour permettre à tout un chacun de voir que pendant le FANAL, les chansons, c'était comme ça, les louanges pour le PECAN ou bien pour toute autre tradition liée au patrimoine immatériel, tout cela sera sur support numérique et permettra aux visiteurs, et en plus, dans plusieurs langues, en Wolof, en français, en anglais et en espagnol. Donc, permettra aux visiteurs de pouvoir en profiter. Pour la première et dernière question, avez-vous inséré comment est-ce qu'on a fait pour insérer les groupes vulnérables? Vous savez, chaque fois qu'on a la possibilité d'intervenir à travers les médias, que ce soit la Journée internationale des musées, lors de certaines expositions au niveau du centre ou même hors du centre, nous invitons les communautés à venir vers le musée parce que le musée, ce n'est pas uniquement pour une élite. Le musée, c'est pour tout le monde. Et je pense que d'ailleurs, Mamadou et Laura, quand vous êtes venus nous inviter, c'est comme ça qu'on s'est connus, qu'on a commencé à travailler ensemble pour dire que, vous voyez, on ne se limite pas uniquement aux gens qui sont à Saint-Louis commune, mais c'est les gens qui sont au-delà même de la commune qui viennent vers nous. C'est pour vous dire qu'on est ouvert à leur écoute et nous contribuons au montage des dossiers de gestion. Par exemple, je peux citer l'exemple d'une association de Guet-Ndar qui veut créer son centre d'interprétation sur la pêche. Et donc, on a eu une première réunion. Malheureusement, le Covid s'est installé. Depuis lors, on ne s'est pas revu pour pouvoir. Mais on est en train de relancer parce que sans les communautés, nous, on n'existe pas. Ça rentre dans nos missions de satisfaire les attentes de nos visiteurs et ne pas attendre même que les visiteurs viennent vers nous. Nous devons aller vers ces communautés. Et c'est comme ça qu'on arrive à nous ouvrir à des couches vulnérables, que ce soit les enfants de la rue, les femmes, parce que les femmes ont leur place dans ce que nous faisons. Et c'est comme ça qu'on arrivera à les accompagner les uns et les autres par rapport à leurs attentes et leur insertion au niveau donc, de la société. Je citerai le cas de la section métiers du patrimoine. C'est parce qu'on est en parfaite collaboration avec la mairie qui nous associe dans tous les projets qui associent le CRDS. Et c'est ça qui nous a poussé quand il fallait réfléchir
à la création de nouvelles filières, nous sommes rendus compte qu'on a besoin de main-d'œuvre par rapport à certains domaines. Et c'est comme ça qu'on a pu coordonner la maquette de la section métiers du patrimoine et ensuite amener nos étudiants sur le terrain, dans les villages artisanaux, visiter les artisans, rencontrer l'équipe de la mairie, faire leur stage au niveau de ces différentes structures pour leur permettre de savoir qu'il y a des niches d'insertion et c'est à eux. Nous, on leur montre le chemin, mais c'est à eux de pouvoir s'insérer à partir de leur stage ou bien à partir des travaux qu'ils auront publiés par leur mémoire ou bien leur thèse. Merci, je pense avoir répondu à vos questions. Eskerrik asko, Fatima. Galderarik edo komentariorik. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires. Puntualtasun guziz. Hementxe bukatuko dugu. Bihar oraindik ere beste bi hitzaldi izanen ditugu. Espero dugu denak berriz ere bertaratzea. Agian gaur sortu diran galderak eta egin ez direnak bihar ere berreskuratzeko aukera izanen dugu. Eta arratsaldeon eta mila esker guztiei. Kubari ere, egunon, ondo pasa, eskerrik asko. Bihar arte berriz eta Senegal ere zuei bihar arte eta mila esker zuen ekarpen guztiengatik. Batxalo bat denei. Un applaudissement.